Un clown qui n'est vraiment pas très sympa, une fan un peu collante et des animaux qui ont la rage. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui on revient sur les adaptations ciné et séries de Stephen King. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous sommes la sainte trinité du cinéma-série Nous sommes peu. sur le stream. On va revenir dessus. Pourquoi est-on si peu? Mais en attendant déjà, petit tour de plateau et présentation. Tour rapide de plateau, j'ai envie de dire. Et rapide, puisqu'on est quand même avec monsieur le Toujours là. le réalisateur en chef. Ouf. Le rédacteur en chef de Allociné, Yoann Sardé, bonjour. Bonjour, tu as très bonne mine maintenant. Merci beaucoup. Effectivement, je rentre de vacances. Pourquoi est-ce que tu es tout seul d'Allociné Et je suis tout seul d'Allociné parce que Cannes est certes fini, mais après il faut se reposer un tout petit peu. Évidemment. Après Cannes, c'est comme après un E3, quoi, ou après, une Olympiade, ou après une Coupe du Monde, quoi. Il faut se reposer un peu. Voilà. Donc là, ils sont en repos, mais normalement ils seront là la semaine prochaine. Ils sont en repos. Festival de Cannes. Que dire de ce palmarès en un mot? On va en parler dans les news. Je faisais un appel dis de... pas trop. Non, ce qu'on peut dire, c'est que Cannes a réussi, grâce au partenariat qu'ils ont noué avec France Télé Brut notamment, et un peu TikTok, mais TikTok je pense que c'est à part, mais en tout cas avec France Télé Brut, à renouer avec le grand public plus que du temps de Canal. Donc c'est déjà pas mal. On savait que Cannes commençait à être un petit peu dans son coin, ça a réouvert la porte. Donc on sait que les audiences de la cérémonie d'ouverture et de clôture ont été très bonnes sur France Télé. Donc c'est plutôt bon signe. Donc c'est plutôt bon signe, alors que c'était en clair. Mais comme quoi. De l'autre côté du plateau, et ça clôturera notre casting du jour, c'est absolument incroyable. Le tour de table le plus rapide de l'histoire. Nanix est avec nous. Comment il va, Nanix? Écoute, ça va. Écoute, j'en ai pas de vacances comme toi. J'ai pas pu profiter. T'as bien mangé, non? L'Italie, on mange bien. Hein. Et voilà, évidemment. Moi, je suis surtout très hypé par le thème du jour. Voilà. Et oui. On peut dire que c'est peut-être l'excuse pour laquelle le plateau est aussi vite et les gens ont eu peur. Les gens ont... C'est un thème qui fait peur. Hein. C'est qu'on n'avait jamais fait depuis toutes ces années, on n'a jamais parlé. Stephen King, toi, t'es chaud patate en Stephen King? J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était écriture, parce que dans une ancienne vie, une ancienne jeunesse, n'est-ce pas, j'écrivais des petites nouvelles et des petites histoires, et j'aimais bien écrire des histoires un petit peu fantastiques. J'ai découvert Stephen King par notamment, je pense, le biais de la télévision avec ça, puis ensuite, j'en parlerai plus tard dans l'émission, mais Le Fléau, La Tour Sombre, qui sont vraiment deux œuvres pour moi absolument incroyables. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire. J'adorais la façon qu'il a de créer des personnages, d'inventer quelque chose autour d'un univers qu'il connaît déjà. Hein. Parce que c'est toujours très auto-centré sur le main, hein, évidemment, sur quelque chose qu'il connaît, un peu de sa vie, en tout cas, mise dans ses œuvres. Donc je trouve ça très cool. Voilà. Écoute, merci à toi. Ce sera donc le gros sujet du jour, les adaptations de Stephen King au ciné et en série. En attendant, écoutez, c'est les news. Qu'est-ce que l'audace des lancements de jingle? On sourit, mais on n'a pas trop souri la semaine dernière, Yoann. Tout à fait. La semaine dernière, donc le 26 mai très précisément, décès surprise, c'est toujours surprenant un décès. Mais des fois, des personnes sont âgées ou malades, donc on s'y attend un petit peu. Là, on apprend que Ray Liotta, qu'on aime beaucoup, est décédé à l'âge de 67 ans, donc plutôt jeune. Qui est pas vieux, hein. Dans la nuit, dans son sommeil, sur le tournage d'un film. Ah ouais. Voilà, il était en train de tourner en République dominicaine, il s'est pas réveillé. Voilà, entre 2 jours de tournage. Et donc, ce qui fait que voilà, vous connaissez Ray Liotta, cette espèce de gueule, de vraie gueule du cinéma américain, ses yeux bleus perçants, un gars qui a pas l'air du tout sympathique comme ça, Une gueule de gangster. Hein. Voilà, une gueule gangster qui a pas l'air sympathique comme ça, mais qui a priori l'était vraiment, et qui est donc parti avec des grands rôles, hein, notamment, enfin le rôle qui est revenu le plus souvent quand on parle de Ray Liotta, c'est le héros des Affranchis, voilà, Henry Hill. Il y a également Copland sur sa filmo, il y a Narc qu'il avait produit, il avait lancé la carrière de Joe Carnahan, Identity, Mise à Prix, il était face à un super second rôle face à Brad Pitt dans Killing Them Softly, il se faisait manger le cerveau dans Hannibal, souvenez-vous, formidable scène. Il était aussi à la télé dans Shades of Blue récemment, notamment avec Jennifer Lopez. Il a fait du jeu vidéo. Tommy Vercetti dans GTA Vice City, évidemment. Tout à fait. Voilà. Ouais, il est bon, il est très bon. Et un film qui est méconnu en France, mais que j'adore, parce que les films de baseball marchent peu en France, mais qui s'appelle Jusqu'au bout du rêve, avec Kevin Costner, fin des années 80, où il jouait en fait le rôle d'un joueur de baseball fantôme.
En fait, si vous avez jamais vu ce film, en fait, c'est l'histoire de Kevin Costner qui achète un champ de maïs, qui est donc un fermier, et un jour, il se réveille pendant la nuit, il entend une voix qui dit « Si tu construis un terrain de baseball, ils viendront ». Et en fait, il décide de raser son maïs et de construire un terrain de baseball. Tout le monde le prend pour un dingue. Et en fait, il y a des fantômes des Red Sox des années 50 qui reviennent faire la partie de baseball qu'ils n'ont jamais finie. Et c'est un super film, voilà, qui est assez peu connu dans la carrière de... Quelles années à peu près? 89. 89, ah oui, ça date un et petit lui peu. jouait on va dire le joueur, le fantôme principal. Et c'est un film super sympa. Qui s'appelle Jusqu'au bout du rêve. Jusqu'au Field bout. of Dreams. Vous avez l'occasion de le voir. Et pour terminer, voilà, juste dire que voilà, comme beaucoup de grands acteurs, il n'a pas forcément été beaucoup reconnu de son vivant. Donc notamment en termes de récompense, il a simplement reçu un Emmy Awards en 2005 pour Urgence. Pas non plus le truc dont on se souvient. Il avait fait un guest dans la série et il avait été nommé au Golden Globe au tout début de sa carrière, donc avant Les Affranchis, pour Dangereuse sous tout rapport, et puis depuis plus rien. Donc c'est assez étonnant. Et je voulais terminer juste pour citer, voilà, si vous connaissez peut-être pas forcément l'anecdote autour des Affranchis, mais la manière dont il a été choisi pour le film, c'est que à l'époque, Martin Scorsese, donc là on le voit sur la photo, voulait quelqu'un d'inconnu face aux pointures que sont Robert De Niro et Joe Pesci notamment. Et donc il a jeté son dévolu sur cet acteur, mais après déjà beaucoup de sessions de casting, il a eu du mal à décrocher le rôle. Et en fait, ce qui a convaincu Scorsese, c'est qu'un jour, alors que les sessions de casting étaient en cours, Ray Liotta était à un festival de cinéma où Scorsese était également, et Scorsese était entouré de tous ses gardes du corps. Et Ray Liotta a voulu aller le voir, les gardes du corps ont commencé à le repousser, et il est resté super calme, il a géré ça calmement, et Scorsese dit « À ce moment-là, j'ai vu Henry Hill, mon personnage qui, dans n'importe quelle situation, arrive à garder son calme et à gérer à la cool. » Et c'est comme ça qu'est né ce rôle d'affranchi sur un tapis rouge où il a essayé d'accoster son réalisateur. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc pensez évidemment à Ray Liotta. Et je ne sais pas si la régie a passé l'image, mais il y a un fan qui a mis une rose devant sa maison. Voilà, je trouvais l'image assez jolie. Puisqu'il est mort donc loin de chez lui en République dominicaine, et donc voilà, devant sa maison à Los Angeles, il y a une petite rose qui a été mise comme ça sur la porte pour saluer sa mémoire. 67 ans, c'est Ça a choqué beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Alors, comme tu disais, en fait, c'est que d'habitude, on sait un petit peu l'état de santé de ces acteurs, s'ils sont malades, s'ils ont eu des antécédents, s'ils ont été opérés. Là, de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, mais pas de news particulière concernant Ray Liotta. Et bon. Et c'est vrai que moi, il a peut-être pas eu la carrière, tu vois, d'un Tom Cruise ou ce genre de choses, mais il fait partie de ces gueules avec qui on a grandi un peu. Et moi personnellement, les films de Scorsese, les films de gangsters de Scorsese de la grande époque comme Les Affranchis, ça a toujours été quelque chose. Ouais. Et le nombre de scènes où son rire incroyable. Celle du jeu. Je suis marrant. Tout ça avec Joe Pesci en face, elle est juste, elle fait partie des grands moments de l'histoire du cinéma. Donc voilà, il participe aussi de ça. Et je vois que tu es venu avec une petite. Oui, on voulait terminer avec ça. Il y avait dans le temps sur Canal+ une émission qui s'appelle Nulle part ailleurs, voilà, que les vieux connaissent. Ah oui. Voilà, qui était notamment donc animé par Philippe Gildas, et à la fin il y avait Antoine Decaune et son compère José Garcia qui venaient toujours faire un sketch, un peu déguisé. Voilà. Et donc là, ils étaient venus, il y avait Ray Liotta en plateau, et avec une espèce d'imitation complètement pourrie de Robert De Niro. Et c'est toujours sympa de voir Ray Liotta éclater de rire face aux conneries de José Garcia. On peut regarder. Ouais. Excuse me, you fuck my wife. Surtout que le mot en F, tu n'avais pas le droit de le dire à la télé américaine, donc pour lui, c'était choquant, quoi. Excuse me, you fuck my wife. Voilà. Et au-delà je pense du happening déjà assez marrant, c'est qu'effectivement le mot en F, pour les Américains, de dire le mot en F à la télé, c'est genre tu mets fin à ta vie, à ta carrière. Ouais. Et en fait, on a ce côté français où on peut dire des conneries à l'antenne, on peut avoir des gens à poil et tout ça. Et donc en fait, je pense que Ray Liotta, il hallucine un peu aussi de ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. Il rit, mais en même temps, il est gêné, et en même temps, il voit l'autre énergumène. C'est extraordinaire parce que tu vois sourire, le mec il est trop sympa, tu dis ouais, c'est un bro, quoi, limite. Ouais. Dans les films, tu dis ok, bon, c'est pas du tout le mec qui croisé, laisse tomber, quoi. Donc c'est incroyable. En parallèle, on en parlait tout à l'heure, le palmarès de Cannes, donc un jury
conduit par Vincent Lindon. Par Vincent Lindon, voilà, dont on attendait forcément beaucoup le palmarès. On attend chaque fois le palmarès, mais présidé par Vincent Lindon, on savait que ça aurait une valeur sociale, sociétale, en tout cas qu'il y aurait quelque chose. Donc la Palme d'Or, elle a un peu pris tout le monde par surprise parce que beaucoup de gens voyaient un autre film qui est quand même au palmarès. Mais la Palme d'Or a donc été attribuée à un film qui s'appelle Sans filtre de Ruben Östlund, qui est suédois si je ne me trompe pas, donc Triangle of Sadness, donc le triangle de la tristesse. Et donc c'est un film en 3 chapitres qui parle d'une croisière qui va très mal tourner, où il y a un couple d'influenceurs qui va se retrouver un peu pris au piège avec un capitaine qui est plutôt marxiste. Donc en fait, c'est une espèce de lutte des classes à l'échelle d'un bateau. D'un yacht. Un yacht pris dans une tempête. Visiblement, il y a un second chapitre plein de vomis et de trucs assez choquants qui rappellent un peu l'époque de la Grande Bouffe. Donc c'est un film assez clivant. Et là où c'est fort, c'est que Ruben Östlund, en fait, c'est déjà sa 2e Palme d'Or en 5 ans à peine, puisqu'il avait déjà gagné pour The Square. Ah, c'est lui The Square. Voilà, c'était lui The Square, qui était déjà un film avec un chapitre aussi un peu barré qui critiquait plein de choses. Et donc il rentre dans le cercle très fermé des gens qui ont eu 2 palmes, dans lequel on retrouve Coppola ou les frères Dardenne notamment. Et il n'en est qu'au tout début de sa carrière, le monsieur. Ouais. Donc on peut se dire que potentiellement il peut être celui qui peut avoir les 3 palmes. Donc en fait ça s'appelle Sans filtre, pas encore de date de sortie, mais je ne sais pas s'ils vont miser sur une date de sortie estivale pour miser sur le côté croisière machin, ou s'ils vont plutôt souvent les Palmes d'Or, elles sortent plutôt en octobre. À la rentrée. À la rentrée. Donc peut-être que ça sera plus un film de rentrée, mais donc en tout cas voilà le film qui a décroché la Palme d'Or. Période, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de ce palmarès? Au niveau de ce palmarès, il y a un joli triplé de la Belgique. La Belgique avait plein de films en compète et plein de comédiens présents. On pensait que les frères Dardenne auraient pu décrocher leur 3e palme grâce à un film qui s'appelle Tori et Lokita, qui parle du parcours de 2 adolescents migrants. Ils devront se contenter, entre guillemets, d'un prix qui a été créé pour eux, le prix spécial du 75e anniversaire. Donc ça montre que le jury a quand même voulu saluer leur cinéma. La Belgique est également représentée par un film qui s'appelle 8 montagnes, qui a reçu le prix du jury, qui parle de la quête d'identité de 2 hommes que tout oppose et qu'un événement tragique va rapprocher dans les montagnes. Et surtout, il y a le film qui s'appelle Close, que tout le monde voyait remporter la palme, de Lucas Dont, qui a donc remporté le Grand Prix, qui est un peu la médaille d'argent, le second prix, et qui parle de l'amitié fusionnelle entre 2 adolescents de 13 ans. Et visiblement, c'est extrêmement touchant. Donc la Belgique, 3 prix principaux. La France est presque bredouille, si ce n'est un prix pour Claire Denis, d'un film qui s'appelle Stars at Noon, qui parle d'une romance sur fond de révolution au Nicaragua. La Corée du Sud était très bien représentée au palmarès avec le prix de la mise en scène pour Park Chan-wook, qui faisait son grand retour avec un film qui s'appelle Decision to Live, qui sort très bientôt, et le prix d'interprétation pour Song Kang-ho, qui était donc le héros de Parasite, qui était au jury l'an dernier et qui là repart avec un prix d'interprétation pour un film japonais, donc du japonais Koreeda Hirokazu, qui parle d'un truc qui existe en Corée, où en fait on peut, je ne sais plus si le film se passe en Corée ou au Japon, bref, on peut abandonner un bébé, une espèce de boîte à bébé. Quand tu veux plus de ton bébé, tu l'abandonnes. Okay. Et ça parle de 2 hommes qui vont trouver ce bébé. Et visiblement, c'est un truc très très feel good, et donc il a remporté le prix d'interprétation. On peut également signaler prix d'interprétation de Zahar Amir Ebrahimi, qui est donc une comédienne iranienne qui a dû s'exiler de son pays. Et donc, en fait, ça donne une forte résonance à ce prix d'interprétation pour Les Nuits de Mashhad. On peut signaler également le prix du jury pour un film un peu bizarre qui s'appelle EO, ou en français Ian, qui est donc le parcours d'un âne, et qui va voir le monde des hommes vu à travers un regard animal et de quelqu'un qui ne s'exprime pas. Pas un film d'animation, c'est Non, c'est un vrai film avec un âne visiblement extrêmement expressif, et qui interroge beaucoup, parce que du coup, tu renvoies toi tes propres questionnements sur l'âne et sur son regard. Et visiblement, c'est une expérience assez étrange. Et enfin, la Caméra d'Or a été attribuée à un film qui s'appelle War Pony, réalisé par Riley Keough, qu'on voit à gauche, droite, celle qui est rousse. Et à Gina Gamel, qui est donc une histoire dans une réserve indienne. Et c'est d'autant plus sympa que c'est la petite fille d'Elvis Presley, Riley Keough, et que Elvis était présenté au Festival de Cannes en séance hors complet. Donc il y avait une espèce de truc comme ça, assez sympa. Mon téléphone sonne, excusez-moi, je raccroche. Voilà, j'aurais dit oui, bonjour. C'est Elvis. Je viens donc de raccrocher. Compte CPF. Voilà.
Donc j'en fais pas plus sur Cannes parce qu'en plus c'est des films que le grand public connaît pas forcément, mais ils vont sortir. Sachez en tout cas que la Palme d'Or, a priori il faut pas la louper, il faut idéalement louper aucun de ces films, mais au moins la Palme d'Or. C'est pas, Donc, sans filtre. C'est pas Top Gun qui l'a eu. Non, Top il est Gun, en compétition évidemment. Top Gun aurait voilà. pu. Le petit reproche qu'on peut faire, c'est ce que beaucoup de gens ont dit, c'est qu'en fait il y a eu beaucoup de prix ex aequo plus le prix créé spécialement pour les Dardennes, ce qui fait qu'au final tout le monde repart un peu avec un truc qui est un peu à l'antithèse de l'idée de compétition. D'une compétition, oui. Voilà, c'est que normalement, déjà, quand tu es dans la sélection de Cannes, tu es un peu la crème de la crème du cinéma mondial, tu n'as pas non plus besoin d'avoir la médaille en chocolat. Donc, au final, je crois que sur 21 films en compète, il y en a 10 ou 11 qui ont un prix. Donc ça trouble un peu le message. Voilà, c'est un peu bizarre. Et sinon, comme on le disait en intro, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 5 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture, 3 millions pour la cérémonie de clôture, là où Canal, sur les précédentes années, ça commençait vraiment à s'écrouler. Et je crois que Brut a touché quasiment 200 millions de gens dans le monde avec les vidéos du Festival de Cannes. Donc c'est plutôt un pari gagnant d'avoir changé de diffuseur et de partenaire pour donner un nouvel écho, quoi. Voilà, beaucoup plus grand public. Alors pour le coup, moi j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, pas de clôture puisque j'étais en vacances. Mais du coup, c'était une cérémonie qui était exactement comme celle à l'époque où c'était Canal. Ah oui, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les gens qui ont regardé là, c'est pourquoi tout d'un coup là ils ont dit bah oui c'est sur la 2 je vais regarder. Parce que la 2 est plus proche de la 4 sur le bouton peut-être. Voilà. Non mais parce que c'était peut-être bêtement lié à ça. Hein. Oui, c'est le service public. Et tu as tendance, comme service public, à te dire que tu iras plus facilement voir ce type de contenu. Parce que Canal, ça fait quand même très premium cinéma. Là, tu rends le truc beaucoup plus accessible, même si c'était accessible sur les deux chaînes. C'est une façon de voir les choses. Mais possible. Pour le coup, par contre, ce qui changeait, c'était les personnes qui étaient devant la caméra. Oui, là, c'était Daphné Bourki en maîtresse d'émission, de rythme, etc. Il y a eu des interviews par Augustin Trapenard, sur un angle très boomerangien, on va dire. Ouais. C'est peut-être ça qui a fait la différence aussi, je sais pas. Je me pose la question vraiment, hein, je vous la pose en même temps, parce que c'est vrai que sur Canal, c'était en clair, c'était pas un truc compliqué à voir, quoi. Non, tout à fait. C'est vraiment le bouton de... Je dis, ça peut être une question d'approche. Vraiment, Canal, tu sais que c'est la chaîne... à une époque, c'était la chaîne du sport et du cinéma. C'est maintenant beaucoup plus la chaîne du cinéma et un peu moins du sport. Et que ce soit au sport ou au cinéma, Canal a toujours un langage pointu. On parle de cinéma, c'est un parterre d'experts, c'est très, 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 très pointu. On rappelle que notre Mégane Choquet National était présente chez Canal il y a 2 ans, je sais plus. Oui, pour les Golden Globes. Ouais. Exactement. Donc que des gens pointus, évidemment, autour du plateau. France Télé, tu sais déjà que ça va être une approche plus grand public. On va un peu plus expliquer les choses en termes de récompenses, en termes de présence, en termes d'acting, en termes de réalisateurs, d'acteurs. C'est aussi ça, en fait. C'est la promesse, encore une fois, que le service public va vulgariser un peu plus et que Canal va être plus dans le côté spécialité de la chose, quoi, tu vois. En tout cas, voilà, donc tant mieux si la cérémonie a eu un regain d'intérêt, puisque du coup, ça donne plus de signes positifs que peut-être les Oscars qui se sont écroulés cette année, quoi. Tout à fait. Et puis après, la grande interrogation, je crois qu'on n'a pas encore trop de chiffres, c'est TikTok, qui était aussi partenaire du festival. Il y a eu pas mal de reproches de gens qui disent en fait, en même temps, on fait venir des influenceurs qui n'en ont rien à taper du cinéma. Ils étaient là pour faire leur story, leur machin, leur truc sur le tapis rouge, mais qui font pas forcément vivre le cinéma. Donc à voir. Est-ce que c'est un... Je suis un peu partagé, non pas parce que j'ai des amis qui étaient à Cannes et qui sont TikTokers, mais du coup j'ai regardé un peu aussi leur contenu et ceux faits par d'autres. C'est plus ce côté inside. C'est-à-dire qu'en fait c'est une lecture à différents niveaux qu'il faut se dire en fait. Là ils sont pas là pour faire des critiques de cinéma, ils sont pas là pour dire voilà vous avez vu la Palme d'Or, c'est pas leur rôle et ça leur correspondrait pas. On finirait par leur communauté leur reprocherait. Ils sont plutôt en mode toi qui n'es jamais allé à Cannes, voilà ce qu'est un tapis rouge, voilà ce qu'est une soirée spéciale, voilà ce qu'est une avant-première de projection, voilà c'est plus là-dessus. Donc j'entends ce que dit le public en mode pourquoi les inviter eux parce que ce ne sont pas des critiques du cinéma, mais on en est presque plus là dans le débat. Si tu veux renouveler ton public et ton auditorat, il faut montrer des choses qui ne s'étaient pas montrées auparavant par les yeux des gens qui ne connaissent pas. Du coup, c'est leur cas, je pense. Et par l'incarnation aussi, par le connaît, je vis le truc, c'est pas un média qui vit le truc. Exactement. Troisième news, on va passer dans une galaxie très très lointaine. Tout à fait, on va faire un petit point parce qu'en même temps que Cannes, il y avait la Star Wars Celebration, qui est donc un petit peu le Comic-Con réservé à Star Wars. Voilà. Réservé en tout cas à Lucasfilm, puisqu'il y a eu un petit peu autre chose que Star Wars. Et oui. Donc qu'est-ce qui s'est lié à cette Star Wars Celebration et n'hésitez pas évidemment à réagir. Donc ça se passait déjà pendant la diffusion d'Obi-Wan Kenobi, c'était un peu le lancement. C'était les retrouvailles, en tout cas la première présentation de Ewan McGregor avec Hayden Christensen 15 ans après la revanche des Sith, devant un parterre de fans, donc évidemment émotion, retrouvailles, machin, etc.
des premiers épisodes qui divisent un petit peu. Je ne sais pas si vous les avez regardés. Oui, j'ai vu. Moi, j'ai regardé, on fera un débrief évidemment À la dans fin de la l'émission, à la fin de la saison, à la fin de l'épisode 6. Moi, je suis très content de retrouver une ambiance et cet oubli de la prélogie pendant 15 ans, 20 ans, on ne savait pas pourquoi, tout d'un coup, il n'y en avait plus. Et là, ça revient, donc on est obligé de faire de rattacher les wagons en disant vous vous souvenez pas de ça? Attendez, voilà. Donc, je suis très content de voir beaucoup de choses. C'est très prometteur sur plein de points. Mais je trouve la réalisation un peu plan-plan. La fameuse poursuite dans les bois. Entre autres. Elle est honteuse. Pour moi, c'est le plus gros. Allez, c'est le plus gros reproche qu'on peut faire à la série aujourd'hui, c'est que il y a cette scène de poursuite. Il y en a aussi une autre, un peu plus mineure, mais c'est ni fait ni à faire. Et je me dis, pour moi, c'est la patte Disney. C'est vraiment la patte Disney. Le côté. Moi, je pense qu'ils sont bloqués Ce avec n'est pas possible, mais c'est possible. leur écran volume. Là, je pense que ça bloque totalement la liberté de réalisation. Alors, ça a énormément d'avantages, mais en l'occurrence, j'avais déjà dit à l'époque de Boba Fett, mais la caméra est forcément au niveau du regard, tout le temps plantée au même endroit, fixe. Et on faut pas sortir du décor, donc on est dans des choses toujours très réduites ou filmées de très près. Et on manque d'ampleur, on manque de mouvement de caméra, on manque de voilà. Et à part quelques rares personnes qui savent l'utiliser, c'est un peu comme la 3D avec Cameron et Avatar. Tout le monde après a essayé de faire des flèches qui sortaient de l'écran en se disant c'est ça la 3D, alors que lui il s'en sert comme le flou net, c'est un langage cinématographique. Et là je trouve que c'est pareil, cet écran à un moment il va falloir arrêter de s'en servir autant et pour tout. Je comprends qu'il faille limiter les coûts et ce genre de choses, mais en plus ça se voit quand c'est mal éclairé, ça se voit d'une manière. Enfin voilà. Donc je suis très content de revoir les acteurs. Je suis très content de voir les inquisiteurs en action, mais pour l'instant, j'ai pas eu la claque attendue, même si tout ce que j'ai vu, ça va. Je suis pas. Je suis bon public. Je trouve que le trailer donnait une ambiance, dépeignait une ambiance sombre, et on sait, pour avoir la jurisprudence Moon Knight, que des fois on part des surprises avec Disney. Là, pour le coup, j'ai retrouvé cette ambiance-là, et mon juge de paix, c'est mon fils. Il a 15 ans, il est fan de Star Wars. Il m'a dit épisode 1, papa, pas ouf, ça pose le décor. Épisode 2, surtout la fin, tu vas aimer, mais moi, par contre, le look des Inquisiteurs, il a pas kiffé. Parce que je pense qu'il est encore dans Star Wars, Clone Wars, etc. Et il me dit, je sais pas kiffer le look des Inquisiteurs dedans. Moi, c'est des personnages que je connaissais pas, et celui qui a un guidon dans le dos, là, c'est pas possible. Mais en fait, c'est pas un guidon, c'est son épée. Oui, mais c'est moche. Parce qu'il peut l'enlever et l'épée tourne après. Oui, mais c'est pas beau. C'était peut-être beau dans un jeu vidéo ou ailleurs, mais c'est pas beau. Pour que le voisin puisse le guider. Et, c'est dans les séries Rebels, et celle qui joue la troisième sœur, c'est pas l'actrice la plus subtile de sa génération. On la connaissait pas, Moses Ingram. Ouais. Faut voir si on va lui donner autre chose à jouer, mais là, sur 2 épisodes, chaque fois que j'ai regardé, je suis attends, fais un tout petit peu des caisses là, madame. Ouais, alors force un petit peu. Écoutez, je vous propose de faire le débrief quand ce sera le moment du débrief. Tout à fait, on n'en parle pas tout de suite. Et pas quand on a eu que les scènes d'ouverture. L'épisode 3 arrive plus tôt, mercredi. Oui, mercredi, ça revient C'est demain. au format du mercredi. Voilà, ça revient au format du mercredi. C'est demain, voilà, tout à fait. Voilà, pour voir la suite, c'est déjà cool. Parmi les autres annonces, Mandalorian saison 3, la date a été annoncée ou confirmée, je ne sais pas si on l'avait déjà, mais en tout cas, ça sera pour février 2023, donc on l'attendait plutôt pour la fin d'année, c'est donc décalé un tout petit peu. C'est un peu dommage. Et par contre, ils ont annoncé que la saison 4 est déjà à l'écriture. Donc, en fait, Avec des crossovers possibles. Avec des crossovers possibles. Oh mon Dieu, comment s'y entendait pas? C'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est Jon Favreau qui dit oui, je suis déjà sur l'écriture de la saison 4. On aime bien laisser les personnages vivre l'aventure en solo et peut-être les réunir. Enfin, si c'est pour nous faire un Avengers Endgame du pauvre comme à la fin de Boba Fett, c'est bon. Encore une fois, c'est la réalisation, c'est pas l'intention qui déconne. C'est vrai. Sachant qu'on le verra dans la série Obi-Wan, mais potentiellement, comment il s'appelle, Andor, pourrait apparaître dans Obi-Wan, par exemple, puisque ça se situe à peu près à la même époque. Ça peut. Ça pourrait, par exemple. A été annoncé également la saison 2 de The Bad Batch, la série animée qui est donc prévue pour l'automne 2022. Donc il y aura quand même du Star Wars sur le reste de l'année. Et une saison 2 pour Star Wars Visions pour le printemps 2023. Si vous vous souvenez pas, Star Wars Visions, c'était « Et si on confiait les clés de Star Wars et les codes de Star Wars à des réalisateurs qui viennent de l'animé notamment, qu'est-ce que ça pourrait donner ?» Et visuellement, ça donnait des trucs assez fous. C'était une sorte de what if. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Et de Love, Death and Robots, une sorte d'anthologie autour de Star Wars. C'était très en dents de scie. Ouais, mais c'était beau. Il y en avait des sublimes, il y en avait des totalement oubliables. C'est un peu le problème de ce type de projet. Tu compares même les épisodes de Love, Death and Robots, les épisodes qui sont fous et d'autres un peu moins bien, mais globalement c'est très bien. Black Mirror, dès que tu
dès que tu es sur une série avec un thème global et plusieurs réalisateurs, plusieurs visions, même The Boys Diabolical, c'était pareil, même si c'était des épisodes de 10 minutes, la qualité elle est toujours un peu discutable. Tu sais que malheureusement, tu t'embarques dans ce type de résultat avec ça, quoi. C'est comme une boîte de chocolat. Exactement. On ne sait pas sur quoi on va tomber, comme disait le philosophe. A également été validé pendant cette célébration le film de Taika Waititi, qui lui va arriver plus tôt que prévu, puisqu'il est annoncé pour fin 2023. Donc dans 1 an et demi Dans à un peu an. près. Lui, Donc, lui, il carbure, lui. Hein. voilà. Et donc ça veut dire que logiquement, parce que c'est quand même les Star Wars, c'est des films à effet visuel, ça veut dire qu'ils vont tourner sous peu. Et on ne sait pas trop de quoi ça parlerait, mais on s'attend à un Star Wars un petit peu barré avec ce monsieur. Vous avez dû kiffer les images de Star Wars Jedi Survivor, qui est donc la suite de Fallen Order, qui était donc un jeu vidéo qui est attendu pour en 2023, on ne sait pas quand. Le trailer du jeu est vraiment Magnifique. magnifique, je trouve, en Tout à l'occurrence. fait. Et le jeu sera full next-gen. Du coup. En le voyant, je me suis dit, c'est plus Star Wars que tout ce que fait Star Wars Disney depuis. Enfin bon. Exactement. La petite surprise, c'était l'annonce d'une nouvelle série qui s'appelle Skeleton Crew. Yep. On savait que John Watts travaillait pas notamment sur les 4 Fantastiques pour Marvel pour aller sur cette série, mais Pour s'opposer, hein. voilà, mais Ouais. que ça resterait. Souvent, Star Wars, ça reste à l'état de projet pendant longtemps. En fait, ils ont déjà le titre, ils ont déjà un début de casting avec Jude Law. Et un logo. Voilà, un logo. Ça sera un espèce d'hommage au teen movie des années 80 dans l'univers Star Wars, quelques années après le retour du Jedi. Donc Je voilà. croyais que c'était l'Ancienne République en moins 200. Non, en fait, donc, Ok. du coup, ça se situera un peu dans la même époque que Boba Fett, finalement. Que Boba Fett et que Obi-Wan et que Andorre. Obi-Wan, c'est... Obi-Wan, Non, Andorre, c'est avant. voilà. Oui, non, Obi-Wan, non, c'est c'est avant. ouais, oui, plutôt non, Boba Fett. excusez-moi. Voilà. Qui dit adolescent dit on va peut-être retrouver les scooters de l'espace. Bonne nouvelle ou pas? Ah, Non. ouais, non. Ah, ok. Et pour terminer, en termes d'annonce côté Star Wars, et on peut peut-être se regarder la bande-annonce si vous ne l'avez pas vue, ou en parler, c'était la bande-annonce de Andor qui a une date de sortie le 31 août. Beaucoup plus massif que Obi-Wan puisque ce sera 12 épisodes et pas 6. Il y a déjà une saison 2. Et il y a une saison 2 de 12 épisodes qui est déjà commandée. Donc on a minimum 24 épisodes Ah, de c'est Andor. incroyable ça, ils misent beaucoup dessus. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner en vrai. Donc Andor, pour le rappeler, c'est donc pas le personnage principal, mais on va dire secondaire de Rogue One, qui donc assistait Jyn Erso, Felicity Jones, et qui était un rebelle, mais un rebelle qui fait un peu le sale boulot, c'est-à-dire quelqu'un qui n'hésite pas à tuer des gens, à assassiner, pour permettre au bien de gagner au final. Voilà. Et donc en fait, on a découvert par ce biais-là les premières images de ce que ça pourrait donner. Depuis que c'est annoncé, cette série, c'est celle sur laquelle j'ai le plus entendu des oh là là, on s'en fout. Machin. Totalement. Et de toutes les bandes annonces qu'on a eues récemment, c'est celle qui, je trouve, est la plus intéressante dans ce qu'elle peut proposer de différent, tout en restant vraiment dans l'univers Star Wars. Donc moi, je suis très très hypé par cette série. Et parce qu'en fait, c'est un perso qui a crevé l'écran qu'on connaissait pas, hein, du coup, parce qu'on rappelle encore, Rogue One, c'est un scénario, un film de quoi, 1h40, quelque chose comme ça, sur un pan. Sauf les mecs en survêt là. Voilà, mais après, sur un pan de l'histoire, à savoir rapporter les plans de l'étoile noire à la princesse Leia, voilà. Donc on sait déjà que ça va mal se terminer pour ces personnes. Et la réussite de ce film, c'est d'avoir réussi à mettre des personnages finalement charismatiques pour qu'on s'attache à eux et qu'on ait envie de connaître leur passé. Et oui, au moment où la série est annoncée, je me dis pourquoi pas. Après, entre le moment où ça est annoncé, le moment où ça arrive, je me suis totalement déshypé. Mais j'avoue, je suis curieux parce que tu sens que chez Disney, on mise beaucoup. Hein. Tu pars pas sur 12 épisodes, ce sera la série la plus longue. Hein. Ce sera la série Ouais. à Disney+, la plus longue en termes de durée de vie sur une saison. Et il y a déjà une saison 2 en cours. Donc je suis curieux de voir le potentiel de cette série et du personnage. Voilà. la création de la rébellion, parce qu'on voit Maud Motma, Ouais, qui est ouais. donc la femme rousse avec la coupe un peu au carré comme ça. C'est un personnage qui date de l'époque période Empire contre-attaque et Retour du Jedi, qui avait été remis dans la prélogie. Et À chaque fois, une scène de 4 secondes. Ouais, quoi. voilà, On c'est lui ça. fait, ah oui, c'est elle qui donne les ordres et puis elle sort du champ. Quoi. Et les showrunners ont dit il y a plein de choses que vous pensez, que vous tenez pour totalement acquises depuis quasiment 40 ans. Ouais. Et vous allez voir qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et moi, je suis assez hypé si ça garde, encore une fois, le cadre et l'esprit. Oui. Me surprendre dans le bon sens, c'est bien. Ouais. Juste envoyer balader une épée dans le dos, ça va pas. Enfin voilà. Mais ce qu'il y avait déjà dans le pouvoir de la force, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, il y avait quand même un twist scénaristique. Oui.
assez énorme Oui, par rapport à la rébellion dans le pouvoir de la Force. tout à fait. Donc s'il se base peut-être là-dessus, parce que le jeu n'est pas forcément ultra connu par rapport à d'autres jeux Star Wars, mais ça peut être hyper intéressant de mettre un peu de gris dans le noir et blanc. Ouais, Donc ça peut être cool. Donc en tout cas, c'est le 31 août. Et là aussi où je vous rejoins, moi, c'est que là où peut-être Obi-Wan Kenobi, quand tu as un personnage comme Obi-Wan, il écrase un peu la série. C'est qu'en fait, Andor, il a été créé pour ça et on le connaît pas assez pour qu'il écrase la série. Donc chacun peut avoir de la place en plus. On va peut-être pouvoir suivre des impériaux aussi, de comprendre quelles sont les motivations des méchants entre guillemets. Ouais. Donc ça peut être effectivement hyper intéressant. Pour terminer sur cette Star Wars célébration qui était donc plutôt une Lucasfilm célébration, il y avait également un tout petit peu de Indiana Jones avec Harrison Ford qui du haut de ses 80 ans est venu fêter l'anniversaire de John Williams. Donc ça c'est Harrison Ford sur scène. Il a quand même de la gueule pour un monsieur de 80 ans. Il est venu saluer le maestro et ils en ont profité pour dévoiler la première image d'Indiana Jones 5. Je ne sais plus si je l'ai mise au sourcing. La voilà. Qui pourrait être une affiche. Hein. Ça pourrait être une Un affiche. pré-poster. Voilà, il est dans l'ombre, donc on se rend compte pas encore trop de l'âge. Mais en tout cas, non, ça claque. Après, il faut toujours se méfier, puisqu'on se souvient que la première photo d'Indiana Jones 4, elle claquait aussi. Oui. On était trop contents de le retrouver. Et en fait, au final, c'était pas bien. Réalisé cette fois par James Mangold, donc. Tout à fait. Monsieur Logan. Ouais, Monsieur Le Mans 66. Donc ça peut être pas mal. Et il y avait également les premières images de Willow. Oui, j'allais dire, mais voyons, Johan. Ce sont les images de Willow, mais parce qu'on a perturbé un petit peu le runner, et donc Willow qui va faire revivre de la fantasy à l'automne, donc c'est au mois de novembre, ça sortira sur Disney+, donc sous forme de série. Willow qui est un film culte, on peut dire culte. Voilà, des années 80, qui est très inspiré du Seigneur des Anneaux. Ils voulaient adapter, ils n'ont pas eu les droits, voilà, donc du coup, il a bidouillé, quoi. Donc réalisé par Ron Howard à l'époque et produit et écrit par George Lucas, un film qui révélait notamment Warwick Davis et puis dans lequel Val Kilmer avait un de ses meilleurs rôles dans le rôle de Mad Martigan. Ils en font maintenant une série dans laquelle Willow of Good revient et qui se passera, donc je pense qu'ils vont respecter un peu le timing par rapport aux années qui se sont écoulées, à peu près 30 ans plus tard. Et la vraie difficulté, je pense pour eux, parce que c'est cool de retrouver l'univers de Willow, ça va être de passer après le Seigneur des Anneaux et après House of the Dragon, qui sont juste avant. Ils vont peut-être souffrir un petit peu de la comparaison de deux mastodontes fantasy qui arrivent avant. En vrai, il n'y avait pas de bon timing. Il n'y a pas de bon timing pour n'importe quelle série, j'ai envie de dire, à la rentrée. Hein. Et encore novembre. Après, on n'est pas exactement dans les mêmes sous-genres de la fantasy. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'heroic fantasy un peu plus féerique, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, on est vraiment dans la high fantasy, et sur House of the Dragon, on est sur quasiment dark fantasy. Donc, j'exagère en disant ça, mais il y a un peu quelque chose. C'est pas exactement la même ça, film. c'est ce que toi, moi ou Yohan, on va voir, les gens dans le chat, mais le grand public va juste ils vont voir des dragons et des mecs avec des oreilles pointues. Il y a House of the Dragon qui arrive en septembre aussi, et là, ils vont se dire, c'est quoi qui sort de moi après? Pas fameux, quoi. Non, si t'es fan du film Willow, je pense que tu vas accrocher à la série. Après, aller chercher de nouvelles personnes. On va pas enterrer la série avant de l'avoir vue. Oui. Puis, je pense que bon, on verra ça. On en reparlera en fin d'année, en tout cas. Merci pour ce débrief du Lucasfilm Universe Extended, machin. On a une petite news 4 qu'on va faire un petit peu en speed. Je la fais speed, donc c'est le fameux le truc que t'aimes bien, les séries annulées, renouvelées. On commence par renouveler Black Mirror. Il y aura une saison 6, 3 ans après la saison 5, avec plus d'épisodes et des épisodes plus longs. Yes. On est content. Bien sûr, c'est plus long, oui. House of the Dragon, on vient d'en parler, est déjà renouvelé. Voilà, la série sort le 21 août. La saison 2 est déjà actée. C'est donc que HBO a confiance. Baron Noir, qu'on pensait fini. Et Cadmerad a dit non, on est en train de plancher sur une saison 4 qui est très probable. Alors, est-ce que c'est avec le même réal scénariste? Oui, en tout cas, c'est la même équipe. Donc, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Il s'était arrêté parce que la fiction avait rattrapé la réalité. Ouais, mais là, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ils sont inspirés et c'est une bonne chose. HPI, qui n'est pas forcément votre cam dans le chat, mais qui cartonne sur TF1, 10 millions de téléspectateurs sur chaque épisode. Hein. Ouais, c'est un succès. C'est un énorme succès. Donc, il y aura une saison 3 qui a été confirmée. Et ont été prolongés tout l'univers des New York Unités. Donc, moi, j'adore New York Unité spéciale, saison 24. New York Police Judiciaire, saison 22. New York Crime Organisé, saison 3. Et pour finir, dans les séries renouvelées, il y aura Equalizer. Donc, vous savez, il y a ce film avec Denzel Washington, mais avant, il y avait une série britannique et ils en ont fait maintenant une série avec Queen Latifah qui a 2 saisons supplémentaires. Pas deux saisons. C'est donc que ça cartonne pas mal. En vrai, je fais ça, mais il faudrait que je regarde. Ça a l'air d'être la série. Les retours disent que c'est plutôt cool. Ouais, mais je pense qu'elle casse moins des gens des doigts avec des marteaux. Je suis plus hypé par le 3e volet. Voilà, on aime bien quand Denzel il pète des trucs. Du côté des séries annulées, évidemment, il y en a pour qui on n'avait pas eu le temps d'en parler.
parler sur ce plateau parce que voilà, l'actu avait décalé cette petite chronique. Mais donc, il y a Drôle qui a été, par surprise, totalement squeezé par Netflix. On a appris après coup, à travers des interviews de la créatrice Fanny Herrero, que c'est seulement après quelques semaines de mise en ligne que Netflix a décidé de tuer le truc. Donc Drôle, c'est fini. Ils ont annulé en cours de route, parce qu'on sait que Netflix, ils ont chuté en bourse avec les désabonnements. Ils ont annulé une série qui était très attendue par les jeunes ados, qui s'appelle Les Royaumes de Feu, une série d'animation sur des dragons. Moi, ma fille, elle dévore les romans, elle est dégoûtée. Voilà, donc la série est morte et enterrée. Magnum a été arrêté et il n'y aura pas de vraie fin. Il tue la série en cours de route. Regardez la version avec Tom Selleck. Voilà, Jack Ryan s'en ira à la fin de la saison 4 et la CW a annulé Charmed, Dynasty et Legacies. Ça dégage. Ok. Comme dirait Juliana, qu'on salue, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, les journées ne font que 24 heures, on n'a pas le temps. Et qu'on salue au passage. Voilà. Et pour terminer, des nouvelles séries, il y en a une que je voulais vous montrer, voilà, une première photo, une série qui s'appelle This England, qui parle des premiers mois de Boris Johnson et sa fonction de Premier ministre. Est-ce que vous reconnaissez le comédien à droite ? Le plus près de moi. Oui. C'est fou. Donc il y a le vrai Boris Johnson, cravate bleue, il y a un comédien cravate rouge. On est censé le connaître ? Et c'est Kenneth Branagh. Mais non. C'est ouf, hein, quand même. C'est très impressionnant. Kenneth Branagh, il ressemble à ça. Si vous ne le connaissez pas, c'était notamment le capitaine, enfin le général, l'amiral, le colonel, je ne sais plus, dans Dunkerque. Normalement, on a une photo. Voilà, Kenneth Branagh, c'est lui. Et en fait, grimé en Boris Johnson, c'est pas mal quand même. Incroyable. Ah, je l'avais sous les yeux, en plus, j'aurais pu... T'aurais pu tricher. J'aurais pu... Je lis vraiment ligne par ligne. Je me disais, il le joue bien quand même. Il est faire, il a raison. Il le joue bien. Ouais. Disney Plus a annoncé une série qui s'appelle Nautilus, qui sera centrée sur la jeunesse du capitaine Nemo. Et qui racontera, parce qu'il était jusque-là plutôt présenté comme un méchant qui coulait des bateaux. Non, live action, et comprendre pourquoi il écume les mers et pourquoi il se venge contre la marine britannique. Il y aura une version moderne de Zorro pour Prime Video. Et là où ça m'a fait rire, c'est que c'est joué par un acteur de Élité qui s'appelle Miguel Bernardo. Et ça ne s'invente pas. Prédestiné, quoi. Le gars est prédestiné. Il y aura une version animée de Mariés 2 enfants. Oh non. Avec le cast original qui revient. En vrai, non. Si, ouais, ça peut Du coup, être ils font du voice... ils redoublent la série. Ils vont juste mettre leur voix. Oui, leur exactement. Mais ça peut être rigolo. En thérapie, saison 3, c'est pas gagné. Voilà, parce que Toledano Nakash repartent sur du cinéma. Ils ont vécu dans les séries avec les 2 saisons d'En Thérapie qui sont quand même assez denses. Ils repartent vers le cinéma. Donc pour l'instant, En Thérapie saison 3 est en suspens, on va dire. Et pour terminer, il y a eu la première photo de True Lies, la série. Donc on parlait de Willow tout à l'heure qui donne une série. True Lies, qui était donc un film que vous allez voir juste après, un film avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, réalisé par James Cameron et qui était lui-même inspiré d'un film français qui s'appelait La Totale avec Thierry Lhermitte et Miu Miu. voilà, donc vous avez eu tout le cheminement. Et donc, c'est l'histoire d'un espion qui ne dit pas à sa femme qu'il est espion. Et elle va découvrir au fur et à mesure que son mari n'est peut-être pas l'agent des télécoms qu'il dit. Et enfin, pour terminer, comme à Hollywood, rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. Armie Hammer, qui est donc complètement squeezé d'Hollywood suite aux accusations de trucs bizarres, cannibalisme, tout ça de son côté. En fait, il va avoir un true crime sur lui et sa propre famille. Puisque visiblement, sa famille, ils sont un petit peu zinzin. Ah ouais, sympa. Donc, voilà. Donc lui, vraiment, sa carrière, elle est... Je pense qu'elle est dead, mais par contre, on le verra comme sujet d'un true crime, la famille d'Armie Hammer. La route d'honneur, du coup, pour les gars. Voilà, exactement. Pour terminer, on voulait terminer comme ça, on va pouvoir faire rentrer notre invité. Ah oui, non, juste avant, ça n'a rien à voir avec les séries, mais on a eu, c'est tombé aujourd'hui, l'officialisation de la voix française de Buzz l'éclair. Et donc François Civil. Très bizarre comme choix. François Civil. Ouais. D'accord. Voilà. Et alors que c'est Chris Evans en VO, donc ils auraient pu prendre la voix française de Captain America. Exactement. Ils prennent François Civil. Qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais il faudra voir ce que ça donne en Buzz l'éclair. Ouais. Très étonnant. Et pour terminer, donc on avait, c'est tombé il y a 1 heure, la bande-annonce du Pinocchio de Disney+, la version live, signée Robert Zemeckis, qui a fait Roger Rabbit, mais qui aussi a fait Beowulf. Oui. Et donc Pôle Express, donc on ne sait pas trop. Donc on sait pas trop. Ce que je vous propose, c'est on va se la regarder en plein écran et juste après on accueille notre invité. Non, c'est pas tout de suite, je sais plus. Il y a les coups de Projo, il y a l'invité. Ah, il y a les coups de Projo avant. On va bien. Du coup, on se la regarde et alors suivant, on peut balancer le jingle des coups de Projo. Il y a un truc que j'aime bien sur Disney+ depuis cette année, c'est que selon leur production et ce qu'ils mettent en avant, ils adaptent leur logo
C'est-à-dire que quand on a eu le premier teaser d'Obi-Wan, c'était le sabre laser qui faisait comme aussi il tranchait dans du métal. Et là, tu as vu, on a vu une animation en mode marionnette. Comme DreamWorks à l'époque. Et je trouve ça hyper inspiré. Et pour Moon Knight, on voit à un moment donné Moon Knight passer d'une tour à une autre et fait le signe du croissant de lune. Paf. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Mais voilà, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Pinocchio On le voit pas. On le voit pas, donc c'est plutôt étonnant. Visiblement, Jiminy Cricket a l'air assez. Il était déjà assez central dans le dessin animé. Il sera doublé par Joseph Gordon-Levitt en VO, donc ça peut être assez rigolo. Et non, ça peut être bien. Après, moi de mémoire, je sais que le Pinocchio original, j'avais toujours trouvé ça glauque. Mais l'histoire originale est complètement glauque. Voilà, c'est hyper glauque et c'est très court parce que je crois que ça dure 1h10. Donc comment tu fais ça sur un standard de 1h50 ? Qu'est-ce que tu rajoutes ? Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Comme c'est live action, je peux te dire, on peut peut-être en apprendre plus sur la méta, la psychologie de Gepetto, peut-être aussi. Et voilà, oui, parce que Gepetto était assez absent du dessin animé original. Et là, vu qu'ils ont Tom Hanks, autant en faire un vrai personnage central aussi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que j'attends ? Je sais pas. À la base, non. Maintenant, le produit là, je suis curieux, j'ai envie de voir. Ce que je trouve dommage, on disait ça juste au moment où on regardait la bande-annonce, c'est que un peu comme Tic et Tac sur la version là, sur Disney+, pourquoi ne pas sortir ça au cinéma ? Voilà. Surtout quand tu as Tom Hanks au casting. Plus d'informations plus tard, quand on aura plus d'infos. C'est logique. Cette phrase ne sert absolument à rien. Septembre 2022, donc rentrée en septembre. Eh bien, on vous en parle en septembre. Voilà, c'est des informations que je n'avais pas. Mais par contre, Nanix, je vais te laisser la parole. Puisque tu vas nous faire ton petit coup de projo et tu vas nous parler dès la première salve de la saison 4 d'épisode de Stranger Things. Je vous parlais des choses étranges qui est de retour sur Netflix. Donc, si vous ne le saviez pas, je vous le redis, la série donc, est disponible depuis vendredi dernier. 7 épisodes. La partie 2 arrivera le 1er juillet. Beaucoup trop tard. Avec 2 épisodes. 4 heures, hein. Ce sera un épisode d'1h40 et il n'y a que 2 épisodes ? Il n'y aura que 2 épisodes, mais c'est 4 heures en tout. Je suis hyper déçu. Je pensais que j'étais reparti pour cet épisode. Ouais, mais moi j'étais même persuadé qu'ils allaient faire 9 et 9 et pas du tout. Donc, découpage un peu étrange, quand on voit la durée, on peut comprendre 4 épisodes pour la partie 2. Ça se tient, donc on retrouve évidemment nos petites têtes adolescentes du côté de Hawkins qui ont grandi. C'est les années lycée, si je dis pas de bêtises. On est tous un petit peu éparpillés à droite et à gauche. Il y en a certains qui sont en Californie, d'autres qui sont restés à Hawkins. Ça se passe 6 mois après les événements qui ont évidemment eu lieu lors de la fin de la saison 3. On retrouve donc Eleven, on retrouve David Harbour, Winona Ryder et puis donc Millie et Bobby Brown au casting. Et faut pas se mentir, Stranger Things, moi personnellement, quand je découvrais la série, on rappelle que c'est avec la Gazette Papel, et puis maintenant Squid Games aussi, évidemment, les gros produits d'appel de Netflix. En tout cas, ça l'a été pendant de nombreuses années. Dernière saison 2019, on est en 2022, il s'est coulé 3 ans. C'est vrai qu'après la saison 3, j'étais en mode vite la saison 4, et puis elle a mis du temps à arriver à cause du Covid. Je m'étais déshypé. Et la saison 1 est une masterclass. Et puis au fur et à mesure, saison 2, c'est bien, mais moins. Saison 3, c'est bien, mais encore moins que la 2, donc encore moins que la première. Là, je suis quand même agréablement surpris de me dire, je sors de la partie 1, surtout le 7e épisode qui est juste somptueux. No spoil ici, vous ne vous inquiétez pas, dans ce coup de projo. Mais j'ai retrouvé un petit peu, même beaucoup, ce qui me faisait plaisir et ce qui me charmait dans la saison 1. Alors après, c'est une série, évidemment, qui aime bien installer son ambiance. Il y a de nouveaux personnages, il faut aussi les mettre en avant. D'ailleurs, Donald Renew, qui double la voix d'un des personnages, un livreur de pizza qui s'appelle... c'est Donald qui fait ça. Moi, j'ai vu en VF, du coup. Je trouve que la VF dans la série est plutôt OK, donc let's go. C'est assez surprenant, du coup, d'entendre la voix de Donald. Je dis, puis il est dans la série. Donc, installer les personnages, installer l'intrigue. Le méchant est vraiment badass. Il y a tout un lore autour de lui qui est juste absolument somptueux. Beaucoup de connexions avec les saisons d'avant, même la saison 1. Et j'irai pas plus loin en disant ça, mais de grosses connexions avec la saison 1. Eleven qui est évidemment centrale. Bref, j'ai passé un bon moment. C'est une ambiance. C'est-à-dire que je sais que c'est une série qui divise. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, d'autres qui trouvent que ça y est, la hype Stranger Things est passée. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu rétro où... il s'amuse en parlant de la Nintendo, il s'amuse en parlant d'Internet, c'est drôle, même les tenues d'époque, ça marche toujours autant. C'est toujours autant bien joué. Après, dans ce que je peux reprocher, il y a des petites relations, des connexions entre personnages
où on sent un peu qu'on force un petit peu sur certaines ficelles scénaristiques, même en termes de relations de personnages, on force, on crée des embrouilles, il n'en faut pas, on essaye d'associer les gens. Pourquoi faire? Laissez-les tranquilles. Mais globalement, c'est plutôt bien. Comme d'habitude, c'est bien joué, c'est juste. Et voilà, en tout cas, ceux qui aiment Stranger Things, moi, je vous invite à vous plonger dans cette partie 1. N'attendez pas forcément que tout sorte, hein, parce qu'en réalité, dans 3 semaines et demie, on sera déjà dans la partie 2. Et ces fameux 4 épisodes. Et on rappelle, évidemment, Stranger Things, ça ne s'arrête pas à la partie 2 de la saison 4. Il y aura bel et bien une saison 5, et quand vous voyez la première partie de la saison 4, vous comprenez que ça ne pourra pas, quoi qu'il arrive, se finir avec la partie 2. Voilà. Stranger Things, donc disponible sur Netflix depuis vendredi dernier. Chez moi, c'est totalement validé. Sur le chat, c'est 40% validé. Okay. Et 60% à peu près qui n'ont pas regardé. Ils n'ont pas encore regardé. Voilà, donc c'est soit vous avez tous adoré, soit vous n'avez pas regardé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup de... Ils ne sont pas jetés dessus. Non. Mais je pense vraiment que les gens attendent d'avoir tout. Peut-être aussi. Beaucoup de gens, quand je stream de mon live, me disent je vais tout attendre. Vraiment, je vais tout me faire début juillet. La petite bêtise pour moi de Netflix, si je puis me permettre, Netflix France, je ne suis pas contre vous, hein, vous êtes des frères évidemment, comme les autres. Peut-être que le format un épisode par semaine, il faudrait l'adapter. Parce que tout nous mettre, là j'ai consommé ma meilleure vie pendant tout ce week-end, j'ai fini j'ai fini lundi. Heureusement qu'il y a Obi-Wan demain et The Boys vendredi, parce que voilà. Et The Boys, c'est 3 premiers épisodes vendredi et après un épisode par semaine. Donc le format, les autres formats ce serait bien qu'il a. Tout d'un coup, c'est un peu. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison 4, j'ai pas mal aimé la 3. C'est la 2, moi, que je trouve qui est vraiment un 1,5 plutôt qu'un vrai 2. D'accord, en fait. okay, oui. Voilà. Mais sinon, voilà. Écoute, merci en tout cas. On s'en reparle à la rentrée. Parce qu'en juillet, on n'aura pas d'émission. Enfin, si, peut-être, je sais plus. Mais je crois que ça va être trop short. En attendant, je propose à notre cher Johan Sardet, rédacteur en chef d'Allociné, de faire son coup de projo. Tout à fait. Un coup de projo sur un festival. T'as voulu voir Vierzon? Je t'ai montré Vierzon. Voilà, si vous êtes dans le coin de Vierzon, dans le Cher. Ouais, t'as la ref, merci, c'est une référence de vieux, ça. Du 2 au 5 juin, donc c'est-à-dire cette semaine, de jeudi à dimanche, il y a un nouveau festival qui se lance, le Festival du film de demain. J'en parle car nous sommes partenaires, pour être totalement transparents avec vous, ainsi que nos confrères de Box Office. Et donc, le principe du Festival du film de demain, qui est lancé par Louis-Julien Petit, qui est un réalisateur assez engagé, puisqu'il avait fait Discount, Les Invisibles et La Brigade cette année, en fait, c'est de faire un festival de films engagés, donc de donner, d'utiliser la plateforme du cinéma et la plateforme du festival pour des gens qui veulent utiliser le cinéma pas comme outil de propagande, mais comme soft power pour un peu faire changer les représentations et faire changer les visions du monde, et que le cinéma joue son rôle, que ce soit social, écologique ou autre. Et donc, ça sera 5 jours de projection, de rencontres, il y aura des masterclass, un jury présidé par Corinne Maziero, genre engagé, Corinne Maziero se pose là. Il y aura aussi des avant-premières avec notamment le nouveau film de Jérôme Commander qui, paraît-il, est très drôle, Irréductible. Il y aura de la gastronomie, il y aura aussi un concours de court-métrage pour les 15-25 ans autour du cyberharcèlement. Bref, il y aura plein de choses à Vierzon pendant 4 jours. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Un nouveau festival, c'est toujours la promesse d'avoir une nouvelle identité et d'avoir un nouveau quelque chose à côté du mastodonte Festival de Cannes qui fêtait son 75e. Oui. Et ben là, c'est la première du Festival du film de demain, 2 au 5 juin, à Vierzon. Merci beaucoup, Johan. J'en prie. Et pour terminer ces coups de projo, vu que nous ne sommes pas beaucoup, je me suis permis de rajouter ma petite pierre à l'édifice. T'as choisi un truc spectaculaire. J'ai choisi un petit truc un petit peu sympa, qui sera demain sur le Grand Pop d'ailleurs. Oui, bien sûr. Puisque j'ai été au cinéma ce week-end, en rentrant de vacances, parce que j'étais en vacances, et il fait son storytelling en Italie, tout à fait. Et c'était vachement bon. Voilà. Et tout ça pour vous dire que je suis allé voir Top Gun Maverick. Oh là là. Et je n'arrive pas à me souvenir depuis quand je ne suis pas sorti d'une salle de cinéma avec autant de contentement. Ouais. Quand j'ai dit que c'est un film réjouissant. C'est ça. Comme j'avais dit, c'est un feel-good movie. Exactement. Tu sors de là, t'es heureux. C'est-à-dire que c'est vraiment un film à l'ancienne. Hein. Alors là, il n'a pas inventé la poudre. Tout ce que tu penses qui va arriver, ça arrive. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il le fait dans le respect total du film original. Et alors,
Évidemment, c'est une ode à Tom Cruise. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, évidemment, le mec, ça fait 20 ans qu'il joue Mission Impossible, qu'il fait Ethan Hunt et qu'il a des rôles incroyables. Mais en plus, je peux en parler parce que j'étais pas là pendant que vous avez parlé de Tom Cruise la semaine dernière. Mais je pense que c'est son plus grand rôle. Dans le sens où Maverick et Tom Cruise, je veux dire, c'est deux personnages qui se mélangent. Le double sens de l'histoire de Maverick qui est au top et qui veut pas lâcher et qui continue et qui en même temps adoube une nouvelle génération, mais il reste au top malgré tout, et les gens lui disent non mais il va falloir arrêter là, ça suffit là, et on trouve un truc pour lui faire prendre le manche, c'est ça même, tu dis, oui. et c'est Tom Cruise en fait, c'est Tom Cruise qui veut pas lâcher, qui est complètement fan de sensations fortes, qui veut à chaque fois dépasser les limites, et pour moi c'est vraiment aussi ce que fait Maverick à chaque fois dans le film. Donc voilà, outre le fait que j'ai une histoire personnelle avec le film de Top Gun, l'original de 86 de Tony Scott, j'avais très très peur. Et honnêtement, à part la chanson de Lady Gaga qui est complètement hors de propos et que j'aurais vraiment préféré qu'elle refasse un remake de Take My Breath Away, je trouve que du début à la fin de la première image à tout ce qui est... voilà, même si c'est pas, encore une fois, le film de l'année, j'ai vraiment pris un vrai plaisir à regarder ce film qui... même s'il est à l'ancienne, est complètement conscient du monde dans lequel on vit et de son évolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens issus de minorités, il y a des nanas, alors qu'à l'époque il n'y en avait pas, qui sont pilotes, et c'est jamais un sujet. C'est juste normal en fait. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir que, mon Dieu, on peut avoir un discours ultra moderne sans forcément être caricatural. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire sur Top Gun, Maverick, et j'en dis beaucoup plus sur le Grand Pop, disponible demain. Il y a une scène super émouvante au milieu du film. Alors, voilà, oui. Très méta. Parce que c'est deux personnages qui parlent de leur personnage, mais qui parlent d'eux-mêmes en même temps. Et je pense qu'elle n'est pas jouée et qu'elle est vécue. Ouais, elle est extrêmement réussie. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Hein. Il y a un hommage aussi, il y a un moment triste dans le film. Et on sent qu'il y a aussi la volonté de préparer peut-être des futurs adieux à quelqu'un aussi, quelque part. Comme ça que j'ai un peu vécu cette scène-là. Et puis non, mais surtout, on avait déjà fait un débrief de... J'ai ressenti la même chose que pour Ghostbusters l'héritage. Le côté Legacy sequel, c'est-à-dire on arrive à vous mettre tous les éléments qu'il y avait dans le premier, dans celui-là, sans que ce soit lourd, Enfin, je pense que le mec qui est fan de Top Gun, c'est vrai que je dis vraiment que c'est un feel-good movie. Tu es fan de Top Gun, tu peux pas sortir de Maverick en disant c'était nul à chier, c'était forcément bien. Et tu n'as jamais vu Top Gun. En 20 minutes, on te prend par la main, voilà, il s'est passé ça. T'as compris? Voilà. T'as ça un élément, go. Voilà. Et la seule chose dont on n'a pas encore parlé, outre la musique qui est juste complètement exceptionnelle. Plan par plan, celle du premier c'est film. ça. T'as les poils. Et on voit surtout que c'est un film où les choses ont vraiment été filmées. Et on n'est pas devant des fonds verts. Je parlais de l'écran volume de tout à l'heure, là, dans des séries Disney+. Quand on vit. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des choses vraies au cinéma, et avec la résolution qu'on a aujourd'hui, les scènes de vol. Même moi, je suis pas fan d'aviation en plus. Hein. Après, t'as dit c'est pas le film de l'année, c'est peut-être pas le scénar de l'année, mais en termes de sensations et de je viens avec un peu la banane et je ressors avec la banane. Pour l'instant, c'est peut-être le film de l'année. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vous propose d'enchaîner. On va se refaire la bande-annonce, histoire de laisser entrer notre invité pour enchaîner avec le Ça parle dédié à Stephen King. Et Ça parle donc dédié à l'œuvre de Stephen King au cinéma et en série télé. Et pour ça, on accueille Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est un plaisir. Tu es une experte de l'œuvre de Stephen King puisque tu es derrière le site qui s'appelle Stephen King France. Tout simplement. Ou on peut dire aussi Stephen King France. Moi, j'ai tendance à dire plutôt Steven à l'américaine, mais en effet. Et donc voilà, c'est un site qui parle de Stephen King. L'idée, oui. Ouais, je vais perdre tout le monde. Non, en fait, on peut dire les deux. Moi, j'ai tendance à dire Steven parce que c'est comme ça qu'il dit. Non, sur le site, il y a les actualités. Il y a quand même beaucoup d'actualités, notamment les adaptations. On est là pour en parler. Et on a aussi, j'ai des dossiers, des critiques, des avis, des connexions, le multivers, ce genre de choses. Et il y a aussi des podcasts qui sont hébergés sur le site.
Est-ce que je peux te demander d'où vient cette passion dévorante pour Stephen King ? Moi, je suis une enfant des années 90, et donc vu que j'aimais la littérature d'horreur, j'ai commencé par Les Chairs de Poule, et après, arrivé à 11 ans et tout, on commence un peu à se lasser du format Chair de Poule. Exactement, ouais. Avec l'aval de ma mère, quand même, qui à 8 ans m'a mis un stop direct, et à 11 ans, elle m'a dit quand même, on peut peut-être en choisir un ou deux. En fait, c'est parti de là. Et vu que de toute façon, moi, dans mon rayon librairie de mon supermarché, de ma petite ville d'enfance, en fait, des Stephen King, il y en avait à chaque fois 10, 20. Donc, quand on lit 1, 2, t'aimes bien le style, tu continues après à aller tous les prendre et puis tu plonges dedans et voilà ce que ça donne, quoi. Je crois qu'on a vécu globalement la même adolescence. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui est fou, c'est que moi, quand je suis arrivé à la fac, t'étais très mal vu quand tu disais que tu lisais Stephen King. Encore maintenant. Encore maintenant, c'est genre, ouais. vous lisez cette merde. Et tu fais, c'est trop bien. Enfin, la littérature de genre ou même le cinéma de genre, en fait, c'est très très mal vu. Il a cette étiquette d'horreur et puis en plus d'auteur un peu facile. Il a un style qui est assez facile à lire, c'est très très abordable, c'est très facile de lire du King. Et du coup, en fait, dès que c'est un peu facile, dès que c'est populaire, dès que ça brasse beaucoup de monde et que beaucoup de monde en parle et que ça brasse aussi quand même beaucoup d'argent, notamment en adaptation, en fait, c'est assez. Il y a un côté un peu en France, un peu élitiste, à dire oui, en fait, ça marche bien, donc du coup, je vais pas m'y intéresser, ça vaut rien. Alors, on rappelle pourquoi on parle de Stephen King aujourd'hui, c'est parce que demain sort le film, c'est un film ou une série d'ailleurs ? Un film. Un film, Ouais. Firestarter, qui sort demain. Je vais te laisser, Johan, si tu veux bien, nous faire le pitch peut-être de ce Firestarter. Tout à fait. Juste avant, Et on nous signale côté RG qu'il faut que tu as un problème de boucle d'oreille qui tape sur le micro. Ah, donc il vaut mieux l'enlever. tout à fait. C'est ce que j'allais. Je l'enlève, ok, c'est bon. Désolé. Tu as toute une communauté de viewers qui te remercie. Désolé. En fait, Stephen King est là aussi et il te remercie. Firestarter, en fait, c'est une nouvelle adaptation d'un roman des années, je sais plus, 70-80. Ouais, 80. Mais voilà, 80, qui avait déjà été adapté par donc dans les années 80 sous un titre qui s'appelait Charlie, avec Drew Barrymore, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs télékinésiques et pyrokinésiques, c'est-à-dire qu'elle peut foutre le feu à lui, par exemple. Comme ça, elle peut décider de te faire brûler comme ça. Très bien, Voilà. Et donc c'est à la fois son histoire à elle et l'histoire de ses parents, et on découvre au fur et à mesure qu'ils ont été des sortes de cobayes d'une société un peu secrète qui a testé des produits sur des gens. Alors, pour en faire des super-héros, des armes, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est le destin. Stranger Things. Mais en fait, on se rend compte que Stranger Things et Eleven sont vraiment allés puiser là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Firestarter et la partie 2 de Mais les frères Duffer se sont revendiqués. Les frères Duffer ont avaient commencé à travailler sur un projet d'adaptation de ça, et ils sont complètement inspirés par King. Ils le revendiquent, ils en reparlent. Là, ils sont en projet pour une adaptation de Talisman que King a écrit avec Peter Straub. Ils baignent dans l'univers, mais parce que c'est ce qu'on disait, c'est les années 90 en fait. C'est vraiment, ils ont baigné là-dedans, et les réalisateurs et les créateurs de séries tendance fantastique et horrifique qui arrivent aujourd'hui sont complètement inspirés de King, parce que King a inspiré la génération 80, 90, 2000 au cinéma, à la télé. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était des fois un peu mal vu de lire du Stephen King. C'est vrai que peut-être la faute à des adaptations pas toujours heureuses, et c'est des fois celles qui marquent et qui restent en tête. Toutefois, il y a quand même des choses qui ont été bien faites, et notamment au cinéma. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une adaptation de Stephen King au cinéma qui vous a un petit peu scotché au fond de votre canapé ? Émilie, peut-être ? Moi, j'ai envie de citer Les Évadés. C'est quand même... c'est plus facile parce que c'est une nouvelle. Une novella, un roman court ou une longue nouvelle qui est adaptée en un film de plus de 2h30. Donc on a le temps vraiment de travailler tous les personnages. T'en parlais tout à l'heure un petit peu en intro. Chez King, ce qu'il y a surtout, c'est ce travail de contexte et de personnages qu'il a. C'est très tentant en fait de l'adapter, parce que vu qu'il décrit énormément, c'est extrêmement visuel. Mais en même temps, il ne fait pas que décrire ce qu'on va voir, il décrit aussi ce qui se passe à l'intérieur des personnages, ce qui se passe dans le contexte, les odeurs et tout. Et ça, en adaptation, si on fait un roman, enfin si on fait un La Tour sombre qui est 4500 pages en un film d'1h30, on se plante forcément en fait. Mais oui, voilà. Alors que Les Évadés, ça fait partie avec la ligne verte et tout. Moi, Les Évadés, c'est mon adaptation favorite parmi toutes. Qui est un film, ça fait partie de ces films où, déjà, on cite souvent Le Parrain ou Citizen Kane au top du cinéma, mais Les Évadés dans les classements de spectateurs. Il y est toujours. C'est le film qui bouge pas. Et chaque fois que tu retombes sur ce film, t'as beau l'avoir vu 100 000 fois, tu restes, parce qu'il y a une espèce d'humanité qui transparaît dans ce film, qui est dingue, quoi. C'est très bien adapté, c'est très bien joué. En plus, on a un très beau casting. Puis Morgan Freeman.
Tim Robbins. En fait, le truc, c'est que vous avez lu la nouvelle ici autour du... Non, moi, pour le coup, non. En fait, la nouvelle, elle est assez... En termes de description, il y a des choses très moches qui se passent dans la prison, qui sont pas aseptisées dans le film, je dirais pas jusque-là, mais qui sont présentées d'une manière convenable à montrer aux suggérées, cinéma, quoi. voilà, qui sont suggérées. Et en fait, Morgan Freeman, c'est quand tu as lu la nouvelle, tu vois le film, tu te dis quel autre acteur que lui aurait pu incarner ce personnage-là. Ouais. Donc même dans le casting, alors, je crois savoir que généralement Stephen King, en tout cas dans les premières adaptations, que ce soit série télé, on va venir après, téléfilm, c'est plutôt là-dessus que je serais parti moi, et film, on sait qu'il était toujours plus ou moins consulté, toujours plus ou moins là. D'ailleurs, dans les téléfilms, il était même des fois en figurant dans ses propres adaptations de bouquins. Oui. C'était Les Évadés, au cinéma, il n'y en a pas non plus... Shining, je l'ai vu il y a super longtemps, donc je ne vais pas parler de quelque chose que je maîtrise pas forcément très très bien. Si je parle de téléfilm, je triche ou pas? On l'avait mis de côté plutôt format télé. Ok. On va y venir. C'est mini-série, téléfilm, c'est mini-série. C'est ça. J'en profite juste, excuse-moi, pour un petit sondage que Paul nous a fait passer. En majorité, les gens sur le chat ont quand même lu du Stephen King. Donc, voilà. Ouais, c'est sa particularité aussi. Déjà, on part quand même sur un écrivain qui écrit depuis plus de 40 ans, qui est extrêmement prolifique. Encore, chaque année, et encore aujourd'hui, à plus de 70 ans, il sort 1 ou 2 romans par an et des petites nouvelles qu'il publie à gauche, à droite. Et donc là, on est quand même à 50, 60 romans, plus de 250 nouvelles qui sont publiées. Et on le voit, là, on parlait de La Tour Sombre, on a parlé de ça, on parle des Évadés, on est en plus sur des thématiques extrêmement différentes. Donc je pense que n'importe qui lit un petit peu ou qui a envie de lire peut trouver une histoire qui lui conviendra. Parce qu'il a une offre extrêmement riche de thématiques, de tout n'est pas horrifique ou tout n'est pas aussi dur que Les Évadés. Et c'est assez facile en fait de lire au moins une histoire de King. Est-ce qu'il y a un point commun quand même sur les écrits à part le style évidemment, puisque le style on se refait pas, mais est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a tout le temps quelque chose de fantastique peut-être ou pas forcément? C'est plutôt le lieu. Oui, lui, le point commun qu'il va s'amuser à mettre, en fait, c'est que tous ces univers sont connectés. Donc, quand on commence vraiment à tout lire et tout regarder, on trouve vraiment des easter eggs un peu partout. Et ça peut rendre fou quand on lit des choses, essayer de chercher des références, avoir une date, à se dire est-ce que cette date-là, c'est pas la date qu'on a déjà vue. Enfin, ça rend fou. Non, en vrai, il écrit des choses tellement différentes. Lui, il se base sur son quotidien. Le main, ce qu'il croise. Et en fait, son point de départ, c'est toujours et si quelque chose venait perturber le quotidien. Oui. Puis après, et là, il déroule. Après, il y a des archétypes de personnages qu'on retrouve. Et en fait, il y a surtout des archétypes de comportement chez les gens. Ce côté un peu... En fait, moi, ce qui m'avait frappé, et quand je vendais ça à l'époque au collège ou au lycée, en disant « Stephen King est le plus grand, et il faut comprendre pourquoi », c'est que lui, il va plus loin que les autres. C'est-à-dire que la malice des gens, elle va être décrite par un auteur. Lui, il va aller plus loin dans cette malice-là. Le côté sombre et dégueu, crade et glauque des gens, parce que, en fait, personne n'est blanc avec Stephen King. Personne n'est ni tout blanc ni tout noir. Même le héros a des facettes sombres. Et ça fait partie peut-être des premiers auteurs. En lisant, je me disais, mince, en fait, il décrit des choses. Je parle vraiment des bouquins, parce qu'après dans les films, c'est encore autre chose, mais dans les bouquins, il a une façon de décrire les personnages. Je dis en fait, mais tout le monde est horrible. Là où c'est très marquant, c'est dans le fléau. L'essentiel de l'histoire du fléau, c'est quand même 98%, je crois, de la population est décimée par une maladie. Et c'est un truc un peu manichéen, même si c'est pas aussi simple que ça, du bien contre le mal, et quel camp les gens choisissent. Et moi-même, en le lisant, je me dis, je pense que je suis comme quelqu'un plutôt de bien, je me dis, il y a des bons arguments des deux côtés, je suis pas sûre de pas aller à Las Vegas avec l'homme en noir, plutôt que... vraiment, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement, comme tu dis, c'est jusqu'au bout, il y va, quoi. Ça met devant des choix un peu complexes. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous vient en premier? Dès que vous pensez à Stephen King comme ça, il y a un truc qui vous happe? Johan? Une thématique, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive à... Je sais pas s'il est... Parce que tu as dû étudier plus Stephen King que nous, mais dans sa mécanique, j'ai l'impression qu'il couche sur papier ses propres cauchemars, un peu. Enfin, il y a un truc très cathartique. Voilà, très cathartique et très cauchemardesque. À chaque fois, c'est assez fascinant, quoi. En fait, il écrit sans plan. Il y a ce truc où lui, il dit, quand il tue des personnages importants, il dit en fait, c'est pas de ma faute, c'est comme ça que ça m'est venu. Moi, je suis juste un outil et je suis à peine le messager. En fait, j'ai une idée qui me vient, elle s'écrit toute seule. Et c'est pour ça qu'il est un peu critiqué sur ses fins, parce qu'il écrit pas, c'est pas un auteur à suspense. Donc, il est pas là pour avoir un twist. C'est pas non plus un auteur de science-fiction, donc il va pas chercher à expliquer un peu les créatures, le fantastique, etc. Juste, en fait, ça lui vient, et c'est ça, vu que c'est pas réfléchi, je pense que c'est vraiment une part très profonde de son inconscient et ces cauchemars qui viennent se coucher sur papier, c'est ça. On sait que, par exemple, on parlait de
Shining, de The Shining tout à l'heure. On sait que c'est une adaptation que lui n'a pas forcément aimée, alors que c'est quand même Stanley Kubrick derrière et que tous les cinéphiles sont ou presque sont d'accord pour dire des meilleurs aussi. C'est que c'est incroyable. Est-ce qu'on a tu as des infos sur s'il y en a qu'il a aimé de ces adaptations ou est-ce qu'il a à chaque fois trouvé ça pas à la hauteur? C'est compliqué. Déjà, Shining, en fait, il l'aime pas, mais parce qu'il a eu un rapport un peu conflictuel avec Kubrick. Et en plus, il faut faire la part entre bonne adaptation et bon film, parce qu'on peut faire une bonne adaptation et un mauvais film, inversement. Donc Shining, c'est un sujet un peu compliqué. Il y a des choses, typiquement quand La Tour Sombre est sortie, lui, je pense que ça faisait partie de son contrat, il devait dire que c'était bien, et aujourd'hui il dit qu'en fait c'est une plaie. Et les adaptations qu'il va aimer, ça va plutôt être celles en série. Okay. Parce que avoir une série, ça permet, t'as plus le temps, ce qu'on disait tout à l'heure, de travailler les personnages, le contexte, l'environnement, etc., et expliquer un peu les choix des personnages. En vrai, là, depuis 15 ans, il se tient un peu éloigné des adaptations. Il donne les droits parce que lui, il veut rendre au cinéma ce que le cinéma lui a donné, parce qu'il aime le cinéma et c'est un enfant du cinéma. Et il a été beaucoup inspiré par ce qu'il a pu voir au cinéma et à la télé. Donc, il veut lui rendre ça. Donc, assez facilement, il se laisse adapter. Après, le reste, il dit, en fait, tant que vous gardez l'essence, et on peut débattre sur ce qu'est l'essence d'une œuvre, il dit, tant que vous gardez l'essence, c'est OK, vous faites ce que vous voulez. Donc, il est quand même ouvert, au final, à ce genre de travail. Je pense qu'il sait aussi que ses œuvres sont en matière à être adaptées au cinéma et que les gens veulent voir ça aussi. Elles sont très visuelles et très cinématographiques. Voilà, c'est que depuis le début, séries, téléfilms, films, l'écrit a dépassé le cadre juste de la bibliothèque et va au grand écran. Après, La Tour Sombre, il fallait en faire une série, mais bon, ça, on va pas ouvrir le débat ici. C'était l'un des projets que j'attendais le plus. En plus, le casting, Idris Elba, Matthew McConaughey, tu dis, il y a quelque chose à faire. Ouais. Je vois le pitch, hop. C'est pas ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est pas vraiment ce que je lis. Plus le film dure 1h30, je crois. Donc, je sais pas combien de bouquins. C'est un cycle. Voilà, mais il y a je sais pas combien de bouquins. Mais comment vous pouvez, respecter l'homme en noir, respecter le pistolero. C'est un lore de fou et c'est vraiment nul à chier. Il faut le dire. Le mot est lâché. Je pense que Stephen King, en film, tu parlais tout à l'heure des AVD qui vient d'une nouvelle. En fait, ces histoires simples donnent des bons films. Et souvent, les histoires plus complexes. Moi, par exemple, j'avais adoré Désolation. Et quand j'ai vu, j'avais hâte qu'il fasse une adaptation. Et quand j'ai vu le film, ça m'est tombé des yeux tellement c'était nul. Et parce qu'en fait, ça mérite des séries. Ouais. En fait, quand l'histoire devient quand l'histoire devient complexe, il faut un format long pour Stephen King. Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle Il y a quand même des films qui sortent leur épingle du lot. The Mist, qui moi, à part Shining, moi celui qui me vient en tête, j'adore The Mist, même si la fin. Tu peux le pitcher vite fait. Alors, The Mist, c'est en fait, et c'est là où je parle de simplicité. C'est une histoire très simple. Il y a une brume mystérieuse, un peu Lovecraftienne, qui s'abat sur une ville, et les habitants se réfugient dans un supermarché. Enfin, en tout cas, une partie des habitants, parce que les autres, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la brume, parce qu'elle est très épaisse. Et il y a des espèces de créatures mystérieuses, on va pas dire démoniaques, mais en tout cas cauchemardesques, qui sortent de là. Et c'est en fait qu'est-ce qui se passe un peu à l'extérieur et surtout à l'intérieur de supermarché et comment les vrais monstres sont peut-être à l'intérieur quand tu es confronté à ta propre faim. Est-ce que tu ne deviens pas toi-même un monstre tout le thème des zombies. Et la fin de The Mist version film est folle. Celle du roman, de la nouvelle est géniale, mais la fin du film est génialissime. C'est ce film-là, c'est celui-là, parce qu'il y en a eu plusieurs adaptations. Je crois qu'il y a même des séries. Il y a une tentative de série qui est assez oubliable. Qui a floppé. Sur Netflix, je crois. Ils avaient complètement détourné le propos. En fait, ils en avaient fait un truc un peu mystico, foireux, alors que là, c'est très terre à terre. En fait, c'est des gens dans un supermarché. Il y a des monstres dehors. Tu fais quoi? Mais il aime bien, en fait, c'est ça. Il met des personnages dans un contexte, il les enferme, et un peu comme nous, on jouait avec des fourmis quand on était enfant. Il voit ce qui se passe, il met des problèmes. Et il voit ce qui se passe en fait. Et ça, c'est un huis clos dans un supermarché avec une menace extérieure. Et en fait, la menace, comme tu dis, elle est à l'intérieur. Mais en fait, c'est ça, et Shining, c'est ça aussi. C'est là où lui, il n'a pas aimé le film Shining, c'est que en fait, le Kubrick, il l'a fait un peu comme si c'était uniquement l'hôtel qui va venir leur causer des problèmes, alors qu'en fait, la vraie menace, elle vient de l'intérieur, elle vient de Jack Torrance, qui n'est normalement pas fou dès le départ, mais devient fou parce qu'il se bat contre son alcoolisme, se bat contre sa violence, et c'est une histoire de violence domestique, c'est pas une histoire d'hôtel hanté, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il n'a pas aimé, et c'est parce que lui, c'est ça qu'il essaye de retranscrire, en fait. Tous les monstres qu'il met sont toujours un prétexte pour montrer un peu, c'est une métaphore en fait de l'horreur qu'on a en nous, et c'est ça où du coup même nous on est confrontés à ça en se disant mais même moi en fait à ce moment-là je suis pas sûr de faire le bon choix. Et des fois aussi il y a peut-être avant qu'on parle des formats télévisuels, mais il y a des Stephen King inadaptables.
par exemple, Dreamcatcher, j'avais aussi adoré le roman, et tu te dis, d'un côté, tu as une part de toi, de lecteur, qui fait j'aimerais trop le voir en image, et en fait, quand tu le vois en image, tu fais en fait, ça marche que sur papier. Ouais. Il est pas si mauvais. Oui, après, les conditions d'écriture de Dreamcatcher sont un peu différentes parce qu'il a eu un accident grave en 99 et il l'a écrit sous morphine à la main à l'hôpital, quoi. Donc on sent que c'est un roman aussi qui souffre beaucoup. La lecture, on sent qu'il a souffert à ce moment-là. Donc à adapter, c'est... Moi, je trouve que l'adaptation n'est pas si mal par rapport au livre. Après, en tant que film seul, une fois de plus, c'est peut-être pas incroyable. Mais par rapport au livre, c'est pas si mal. Parmi les grands classiques adaptés de Stephen King au cinéma, on avait aussi Carrie. Carrie, donc du diable. Le tout premier, c'est ce qui a tout lancé. En fait, c'est ce que tu disais dès le départ. Il publie Carrie. Carrie est adapté. Carrie, c'est Brian De Palma en plus. Donc Carrie a un énorme succès et derrière les ventes de poche s'enflamment. Et sa carrière est lancée. Il sort Salem, il sort Shining, et tout est adapté. Et aujourd'hui, Christine est adapté, Shining est adapté, Misery est adapté. Aujourd'hui, les droits d'adaptation. Cimetière était déjà adapté une première fois avant l'adaptation qu'on a eue avec. Oui, il y a 90. Les droits d'adaptation de Carrie sont où ? Non, aujourd'hui, les droits d'adaptation sont achetés avant qu'il publie, en fait. On sait qu'il va vendre de toute façon. Il y a ce truc aussi, maintenant, le nom fait vendre. En plus, là, on est depuis 5-6 ans, on aime le cinéma d'horreur, le genre revient, donc il fait vendre, donc on le prend. Là, on a Salem qui ressort cette année. Ils nous refont un Salem en fin d'année, quoi. Il est tellement bien. Ouais, mais il y a tellement de matériel qui n'a pas encore été fait. On parlait de Misery, je ne vois, ça peut toujours être refait en bien, mais quand tu vois l'interprétation de Kathy Bates dans Misery, j'ai pas envie d'en avoir un autre. Non. Je veux garder celui-là. Enfin, tu vois, c'est ça. Même aussi. si là, c'était assez. Alors. Et moi, ma seule déception sur Misery que j'adore, le film, en tout cas, c'était très édulcoré par rapport au roman. Ouais, mais dans le roman, elle va loin. Tu le sors pas au cinéma. Oui, c'est ça. Et pourtant, il prend cher. Il prend cher, mais il prend plus cher dans le roman. Un bouquin qui tient l'adaptation en film, je l'ai vu sur Canal+. Je savais même pas qu'il y avait une adaptation en film et qui mériterait d'être dépoussiéré comme le bouquin. C'est La part des ténèbres. Bien. Et j'ai revu le film, évidemment, avec les moyens de l'époque, c'est pas... Oui, mais globalement, par rapport aux propos et l'intrigue du bouquin, c'est respecté quasiment de A à Z. Et en plus adaptable sur un film de un petit peu moins de 2 heures, donc let's go. Juste, faut mettre des moyens, quoi. Mais c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de la diversité des genres et des propositions. C'est en préparant l'émission que j'ai découvert que Stand By Me, ça venait de Stephen King aussi. Ah oui. Pour moi, c'était pas du tout dans le cadre de ce que... Ce à quoi on associe généralement Stephen King. Donc c'est vrai que la ligne verte, ça je le savais, mais voilà, je l'associe plus directement à Cimetière ou comme ça que à Stand By Me par exemple, qui est pour moi plus une sorte de teen movie un peu. Alors que c'est une de ses histoires les plus autobiographiques en plus. La nouvelle, c'est paru dans différentes saisons. C'est un recueil de 4 grandes nouvelles. Il y en a 3 qui ont donné quand même Stand By Me, Les Évadés, et la 3e, c'est Un élève doué, qui est assez terrible à lire et à voir. L'adaptation aussi est très bien de Un élève doué. Et cette nouvelle-là, c'est un de ses écrits les plus autobiographiques. Il y a plein d'éléments qui en plus sont très fidèles dans l'adaptation, qui sont repris de sa vie à lui. Ouais, comme quoi, on était exactement sur ce que tu décrivais tout à l'heure. Alors, je vous sens un petit peu là à contourner les choses. Il a envie de parler du fléau. Il a envie d'y aller. Donc, on va aller sur les adaptations à la télé, qu'elles soient en série ou en téléfilm. Donc, du coup, tu veux nous parler du fléau ? Ouais, parce que merci M6. Parce qu'à une époque, parce qu'on va en parler aussi, ça, c'est quoi, 84 90. Ça, c'est 90, 91 et le fléau 94. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, il y a eu ça d'abord, et ça à l'époque, première fois que je le vois, j'ai pas peur. Deuxième fois que je le vois, tu sais, le côté inconscience totale du gamin. C'est ok, bon, des gens me décèdent, un clown, rien à foutre. Je vois une deuxième fois, je fais ah ouais, la scène dans la bibliothèque, devant, je fais ah ouais, je suis pas. Vraiment, j'ai un peu chaud. En fait, j'ai fait un cauchemar pour vous dire, vraiment, on s'en rappelle pas, je m'en rappelle encore. Les Tommy Knockers. Et le fléau. Et le fléau, je tombe là-dessus. Je vois M6 qui nous balance. Alors, la première fois, ils avaient fait genre une soirée, 2 soirées. Le truc avait fini super tard. J'ai retrouvé ça en DVD. Je crois que c'est quasiment 5 heures. Mais c'est pas 2 fois 6 heures. Ouais. Non, c'est 2 fois 3 heures. 2 fois 3 heures. C'est 6 heures. Donc en gros, ça me préparait déjà à la trilogie du Seigneur des Anneaux, voyez-vous. Ouais. Et en fait, l'histoire, elle est. Enfin, en plus, surtout en ce moment, quoi. L'histoire, elle est absolument incroyable. Une pandémie qui arrive d'un coup, un virus qui ravage la majorité de la population, et ceux qui restent. Comme tu disais tout à l'heure,
soit ils sont réunis autour de l'équivalent du bien, donc du coup un petit peu de Dieu, etc. Parce que c'est très à la fois évangélique, très à la fois manichéen, c'est-à-dire qu'il y a c'est Mère Abigail, voilà, qui représente le bien, et l'homme en noir, donc Randall Flagg, qu'on retrouve dans d'autres bouquins, d'autres histoires de Stephen King, qui lui représente le diable. Et en fait, c'est juste trop bien. Ouais. Je l'ai revu, même si ça a pris cher en termes d'image, etc. Ouais. C'est trop bien. Le propos est trop bien. Ça n'a pas vieilli. Les gens meurent, c'est horrible. C'est tout. On voit Gary Sinise qui veut s'échapper. Il veut s'échapper parce que comme il est saint, les gens ne comprennent pas que lui soit saint et les autres meurent. Il y a Molly Ringwald, il y a aussi Monsieur Parker Lewis ne meurt jamais, donc Corinne Nemec dedans. Vraiment, tout est bien. Alors lui, il a un charisme. Oui, ça vieillit, mais il a un charisme de fou dedans avec ses Santiago. Le mec fait peur. Voilà, le mec fait peur, fait flipper. Il y a de tout. Il y a, avec Stephen King, comme d'habitude, on est dans le glauque. Il y a aussi un petit peu de sexe dedans, hein, c'est Stephen King. Hein. Toujours, ouais. Voilà, il aseptise vraiment rien. Et pour moi, c'est l'une peut-être des meilleures adaptations de l'œuvre, dans le sens où il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui est aseptisé dans cette adaptation de Caesar. Alors, évidemment, il manque toujours quelque chose parce qu'en série, ça marche mieux. La série The Stand, je sais pas, comparé à ça, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien, avec plus de moyens et la possibilité de mettre un casting. Voilà. Mais ouais, le Fléau, c'est vraiment une œuvre. Encore une fois, je la regarde au moins une fois par an. Parce que... Après, sur la fidélité du Fléau, il y a un truc extrêmement logique, c'est que c'est King qui a écrit le scénario et que c'est un de ses meilleurs amis, Mick Garris, qui a réalisé. Et que du coup, c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué des fois aussi, c'est que King, c'est pas un auteur de scénario. Il écrit des romans. Moi, je la trouve un peu longue, cette adaptation, parce que justement, il s'est pas allé à l'essentiel comme on a envie de le voir, surtout aujourd'hui, tu vois, dans les formats d'aujourd'hui, et que Mick Garris ne sait pas lui dire non. Donc pareil, le Shining de la télé que King a fait lui-même, c'est pareil, c'est King qui écrit et son copain Mick Garris qui réalise en disant jamais non, là ça va pas, là peut-être qu'il faut couper, peut-être que là ça faut insister. Après, en effet, vu que l'histoire est extrêmement intemporelle et là extrêmement d'actualité depuis 2 ans, à relire en ce moment le Fléau, c'est terrifiant, quoi. On revit toute la période, les gens qui toussent, on a peur, est-ce que le gouvernement nous ment, les complotistes, c'est vraiment à relire, c'est assez incroyable, à revoir c'est aussi incroyable pour ça. Il l'a écrit en quelle année? C'est paru en quelle année, juste pour, ou à peu près? Années 70, je crois, c'est vraiment années assez 70. récent, le Fléau, ouais. Elle a peut-être daté début des années 90, du coup. Et ça a nourri, même s'il n'y a pas de zombies, c'est pas une histoire de zombies, mais par exemple Walking Dead, on sent vraiment des gens qui ont lu le Fléau, quoi. Ouais. Dans la manière dont tu mets en scène un monde post-apo, C'est ça. ça sent vraiment le Fléau. Voilà, c'est vraiment un truc à revoir et pas voir la nouvelle version. Oui, non. Et moi, justement, je trouve que la nouvelle version, et c'est un peu le reproche que je fais à sa nouvelle version, je trouve que c'est un peu un truc que... Le quoi, Hit le clown cœur. C'est un truc que j'ai souvent dit ici, c'est que dans les années 90, on arrivait à faire à la fois c'était des personnages un peu stéréotypes, mais qui fonctionnent. Et aujourd'hui, en fait, en voulant un peu expliquer tout le monde, donner du temps à tout le monde, on refuse le stéréotype et du coup, on fait des gens qui se ressemblent tous. Et par exemple, les gamins de ça dans la version 90, ils ont beau être un peu archétypaux, je crois, à chacun. Les gamins de sa version d'aujourd'hui, les 4 gamins, je peux les mélanger, je ne sais plus qui est qui. Ouais. Et c'est un peu dommage, ça. Alors et je trouve vraiment écrit. et King a cette écriture-là qui est peut-être très 90, justement, de dire oui, on va faire un peu des stéréotypes, mais ça fonctionne pour l'histoire que je veux raconter. Et peut-être que les adaptations de King d'aujourd'hui pêchent un peu pour ça, je trouve. C'était trop bien. Mais c'était trop bien. Le sale, tu avais le rigolo, le petit gros, le machin, le truc, et c'était. Oui, c'est sûr que c'est pas très 2022 de présenter comme ça, mais en même temps, ça crée des identités. Exactement, c'était des identités fortes, quoi. Et puis bon, les scènes de fin avec le reveal de ce qu'est ça dans le téléfilm de l'époque, ça a pris cher. Mais n'empêche que quand tu compares, et là je me base sur mon fils. Encore une fois, vous avez un ado à la maison, c'est votre meilleur juge. Il a vu d'abord, j'ai insisté, je me suis battu avec lui, il a préféré voir d'abord ça, la nouvelle édition. Il a vu la partie, il m'a dit oh j'ai peur de ouf. Il a vu la 2, le début, la deuxième partie est très dur, hein. Ce qui se passe c'est très très dur. Ouais. Même moi au cinéma j'ai pris ma claque, j'ai dit c'est bien violent, donc ça te met quand même dans l'ambiance. Après le film est ce qu'il est, il dit au fait ça va. Je lui montre cette version-là, donc la toute première, et il me dit quand même, alors c'est plus beau aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus flippant, inquiétant.
avant. Donc, Puis un clown, un vrai gars maquillé, en plus joué par Tim Curry, t'as plus peur qu'un mec en CGI, quoi. Enfin, encore une fois, on en revient toujours au même truc, quoi. Le clown, enfin, je pense qu'il y a toute une génération qui a peur des clowns à cause du roman ça et à cause de l'adaptation. Alors aux États-Unis, dans les années 90, il y a en plus la phobie des clowns, c'est la coulrophobie. Du coup, il y a un vrai terme. Et dans les années 90, il y avait une association de clowns professionnels qui avait fait un procès à King pour dire en fait, mec, tu nous as gâché notre travail. Quoi. On n'est plus invités aux anniversaires. C'est ça. Non, si, il a créé quelque chose avec ça, c'est sûr. Moi, j'ai jamais vu l'original. Parce que j'avais déjà un problème avec les clowns avant. Ah oui. Et par contre, j'ai vu les dernières versions sans problème, mais j'ai jamais vu l'original parce que vraiment, à l'époque, pour moi, c'était quelque chose de très tabou, les clowns. J'ai un tableau de buffet, en fait. On a tous les clowns tristes. Quand tu vas chez mamie, quoi. C'est ça, qui me terrorisait. Et donc, du coup, j'ai jamais vu tout ce pan-là. En fait, il faudrait que je me le fasse. Je pense aujourd'hui. Parce que la version de Muschietti, la toute dernière, c'est pas le clown que j'ai trouvé le plus impressionnant, en fait. C'est la dame sans visage. Oui, exactement. Oui, la dame du tableau. Elle, pour le coup, et c'est le moment où moi, je me suis senti un petit... la fameuse, Mais du coup, ces formats des années 90 qui étaient en 6 heures, en deux soirées de 3 heures, c'est peut-être la meilleure façon d'adapter King quand c'est pas une histoire simple. Faut pas attendre une série de 10 épisodes qu'un truc en 4 fois 1h30, quoi. Alors justement, ça me permet de faire une transition. Il y a eu The Outsider récemment, avec notamment, j'ai mangé les acteurs, mais Ozark. Oui, Jason Bateman. Ben Mendelsohn. Et Ben Mendelsohn. Était bien joué à Pyramide. Incroyable. Gironton ou Barjabul. Non, mais voilà. Et j'ai été complètement scotché par le pilote de la série. Ah, le pilote était fou. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on tombe. Alors, j'ai pas lu justement l'œuvre originale, mais à la fin, je me suis dit quand même 6 heures. Pour avoir vu un bon épisode d'X-Files. Ouais, c'était un peu long. 6 heures, c'était un peu long. Mais par contre, le début est très prometteur. Ouais. Est-ce que voilà, tu as lu peut-être, Émilie, Je l'ai lu, je l'ai vu. La difficulté, c'est qu'en plus, Outsider, c'est la suite d'un... En fait, la détective qu'on voit là à l'écran, c'est une détective qui vient d'une trilogie qu'il a écrite. Et l'intérêt du roman, c'est de retrouver cette femme-là dans ce contexte-là, en fait. Okay. Du coup, forcément, on perd un peu cet attrait à l'écran parce qu'en plus, la trilogie Beetlejuice et Mr. Mercedes, ça a été adapté donc, avec cette détective-là. Et vu qu'ils n'ont pas fait un Stephen King Universe, pour The Outsider, ils ont pris une autre femme pour jouer la même détective en fait. Donc il n'y a pas ce côté où en plus on a la surprise de la retrouver. Moi je trouve qu'elle est quand même bien passée, elle est assez fidèle au livre. Elle est bien réalisée par contre. Oui, elle est très bien réalisée, moi je l'ai trouvée très belle, elle est assez fidèle au bouquin en plus, donc je pense que les défauts qu'on peut trouver dans la série, on peut aussi les trouver dans le roman qui a peut-être quelques creux à certains moments. D'accord. Mais c'est vrai que ce que tu dis est très juste, c'est que c'est un peu dommage que personne, un peu comme un Marvel Cinematic Universe, ait dit, un studio dit, moi je prends tout Stephen King, je vais en faire un truc cohérent. Mais parce qu'en plus, lui a fait un univers cohérent, c'est tout l'objet de la Tour Sombre. Là, en fait, tous ces univers font des connexions entre eux. Là, on a eu en série 22-11-63, qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien adapté par J.J. Abrams. Et, c'est quoi, c'est James Franco Oui, c'est James Franco, tout à fait. Ouais. Et en fait, dans le roman 22-11-63, à un moment donné, il croise les gamins de ça. Et tu te dis, mais ça, j'ai envie de le retrouver dans la série. Exactement. J'ai envie qu'il retrouve, en plus, trouver le moyen de mettre les mêmes gamins qu'on a dans une des adaptations. Et on ne l'a pas, en fait, toutes ces connexions-là, on les perd. La grosse interrogation, c'est qu'aujourd'hui, on a des grandes sagas, Seigneur des Anneaux, on a les James Bond, la Mission Impossible, on a des grosses licences, etc. Là, on a la chance d'avoir une œuvre qui tient sur plusieurs bouquins, évidemment, qu'on essaie de raccourcir 1h30, j'ai tellement envie de me battre avec eux. En l'occurrence, la Tour Sombre, il y a le Pistolero, il y a une nana Susanna qui est quoi, en fauteuil roulant, un junkie, un jeune garçon, un enfant qui malheureusement va vivre des choses vraiment moches dedans, un train qui fait faire des devinettes à ses passagers, et s'ils ne trouvent pas le passage, ils n'arriveront jamais à destination. Enfin, il y a un lore de fou, et je comprends pas comment aujourd'hui, 2022, il n'y a pas quelqu'un qui se soit penché, soit posé en se disant pourquoi je ferais pas une grosse série, plusieurs saisons, etc.
Est-ce que tu as la réponse? Oui, en vrai, merci. c'est la faute du Seigneur des Anneaux. C'est vrai? En fait, non, il y avait un projet de série chez Amazon qui était excellent, avec un pilote qui a été tourné, qui est vraiment magnifique. Avec le mec avait tout en tête, il repartait du début de l'histoire, de la jeunesse du pistolero, qui est raconté un peu plus tard dans le cycle, ça raconté dans le tome 4 sur 8 tomes. Et tout est écrit, il a détaillé dans des interviews tout ce qu'il voulait faire, et c'était incroyable, sauf qu'en fait, Amazon a voulu se consacrer sur un autre budget et sur la série du Seigneur des Anneaux. Ils ont dit en fait non, on fait le pilote, mais on va pas mettre plus d'argent là-dedans parce que notre grande saga, notre grande épopée, on l'a déjà, on l'a avec une franchise qui marche déjà. Parce que la Tour Sombre, on a quand même, on a un peu la jurisprudence du truc qu'ils nous ont sorti il y a quelques années qui a pas très bien marché. Mais ils essayent les franchises. Dr Sleep, ils voulaient faire une franchise Shining, en fait le film n'a pas fonctionné. La Firestarter qui sort demain, la volonté c'est de faire une franchise Charlie, mais en fait le truc flop. Donc aux États-Unis, il est déjà sorti et les résultats au box-office sont pas incroyables. Après, il faut dire à ce monsieur, il n'y a pas qu'Amazon, Netflix, ils ont perdu des abonnés. Il faut y aller pour essayer de les reconquérir. Il se répartirait plus puis alors, je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent en faire quelque chose d'incroyable, mais ça fait peur, je pense. Sur le chat, une remarque très bien inspirée. Pourtant, avec le budget d'un seul épisode du Seigneur des Anneaux, tu fais 2 saisons Ouais, mais clairement. Ouais. Du coup, il y avait de la place. De Palma, Kubrick, Romero, Cronenberg, Carpenter, Reiner, Darabont, Singer. C'est qui le bon réal ou la bonne réal pour adapter Darabont, oui. Si on se base sur l'existence, c'est Darabont. Ouais. Mais il a dit qu'il arrêtait de toute façon. Il a pris sa retraite. Il avait les droits de Marche ou Crève jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il les a lâchés en fait. Je crève, ouais. Il le tellement banger. Il a fait Les Évadés, il a fait La Ligne Verte, qui figure, si on doit faire un top 5, je pense qu'il y a les 2 figures dans le top 5 et il a fait The Mist, et il a fait Walking Dead, qui est très très inspiré du fléau. Donc, et est-ce qu'il y aurait un ou une autre réal qui vous aimeriez voir prendre l'univers de King comme ça et en faire quelque chose? Est-ce que vous auriez une envie? La Tour Sombre. Allez. Le Mandalorien. C'est que Darabont, il n'a pas un style comme peut avoir Nolan. Donc en fait, c'est qu'il s'est mis en retrait par rapport à... Voilà, il s'est mis au service de l'histoire. Et en fait, il faut quelqu'un qui puisse arriver à comprendre la patte de King et à se mettre au service. C'est vrai que tu as cité Nolan, c'est marrant quand on voit les thèmes abordés dans ces films, le deuil, le temps, aussi le côté un peu fantastique, etc., l'exploration et tout. C'est un peu des thèmes que tu retrouves, alors peut-être pas de manière très, très toujours mis en avant, identifiée, mais tu retrouves ça dans l'univers de King. Là, ça aurait pu être marrant sur un... Ouais, après, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu aussi des gros trucs hollywoodiens qui vont vouloir brasser beaucoup d'argent. Genre en France, on a des gens comme Julia Ducournau, elle pourrait faire des choses incroyables avec des nouvelles de King. On a Alexandre Aja aussi, qui avait prévu début 2020 d'adapter The Plant, qui est une de ses nouvelles. Je pense qu'à mon avis, le Covid s'est mis là-dedans et le projet est de côté, est-ce qu'on n'en a pas entendu parler, mais on peut avoir des très bonnes choses aussi en sortant un peu du côté réalisateur américain qui en met partout, et puis on fait des gros monstres. Il faut piocher dans les nouvelles dont personne ne parle jamais. Il y a vraiment de bonnes choses à faire. Plus les phases B qui ont plein de choses à proposer. Une dernière question. Émilie, comment tu convaincrais quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'œuvre de Stephen King? En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez facile parce qu'on peut donner l'exemple par le cinéma, il y en a pour tout le monde, que ce soit une série comme 22-11-63, un film comme The Mist, un La Tour Sombre, ou un Maximum Overdrive. Si on aime les nanars, on a Maximum Overdrive, il est parfait. En fait, et c'est exactement pareil pour les livres et les nouvelles, des nouvelles très courtes, des trucs très longs, il y a des choses un peu compliquées avec plein de flashbacks. Et si on aime un petit peu lire, c'est assez facile. Il y a des adaptations aussi en comics qui sont très bien. Le Fléau, La Tour Sombre en comics, là, ils sont en train de faire Sleeping Beauties aussi en comics, qui est plutôt pas mal. En vrai, si on veut rentrer dans l'univers de King, c'est assez facile. Il y a des choses très courtes, très longues. Il y en a pour tous les goûts. Peut-être par les nouvelles. Moi, je sais que j'étais rentré par les nouvelles, Il y a des très bons recueils. Il y a différentes saisons et Brume, il est dans quoi il y a le recueil Brume. Oui, voilà, dans le recueil Brume. Voilà. Moi, j'avais commencé par là. Il y a des histoires qui font 20 pages, des fois, ou 50 pages, et qui font très la 4e dimension, en fait. C'est un peu la 4e dimension. Tu sens l'inspiration. Et ça peut donner une espèce de porte d'entrée à des gens qui ne voudraient pas se lancer forcément dans les 2 tomes de ça. Oui. Complètement. On rappelle que tu es derrière le site Stephen King France. Voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle stephenkingfrance.fr. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager cette passion pour l'auteur et son œuvre. Je vous propose de lancer la bande-annonce de Firestarter et on se retrouve juste après pour le journal des sorties. Ce qui est bien, c'est que la bande-annonce, elle est pas trop longue.
Elle n'en dit pas trop, du coup. Ouais, c'est ça, elle sait garder le mystère, tout ça. Donc Firestarter, on en parlait, Donc, ça sort au ciné. Ça sort au cinéma demain, emmené notamment par Zac Efron, vous l'avez vu dans le rôle du papa. T'as vu Zac Efron, des flammes? Une rumeur qui joue dans la 4 Fantastique, Johnny Storm. Voilà. Ça pourrait bien marcher. Voilà, je l'ai entendu ici. Elle a l'air un petit peu allumée, la fille. Elle est... Oh, pas mal. Voilà. T'es en vacances, toi, non? Ouais, je rattrape. Du coup, est-ce qu'on a envie de le voir, Nanix? Du coup, c'est cette blague, oui. oui. Bon, moi, je suis pas super chaud patate. Voilà, je vais donner mon avis aujourd'hui, puisqu'on n'est pas beaucoup. Les journées ne font que 24 heures. Voilà, c'est ça. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, dans les incontournables, nous avons un film qui s'appelle Compétition officielle. Alors, l'affiche est assez trompeuse, vous allez le voir. Il y a plein de mes collègues qui m'ont dit, mais ils ont oublié le titre sur l'affiche. En fait, le titre, c'est Compétition officielle. Donc, ça semble un petit peu bizarre. C'est emmené par Antonio Banderas et Penélope Cruz. On a l'impression qu'ils ont joué toute leur vie ensemble. En fait, ils sont assez rares au cinéma. Et c'est donc une histoire qui parle de cinéma et comment un homme d'affaires décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'histoire en embauchant la plus célèbre cinéaste, la plus grande star d'Hollywood, etc. C'est Jodorowsky's Dune, quoi. Voilà, ça va amener des quiproquos. Et donc, on imaginait qu'il aurait pu être en clôture du Festival de Cannes, parce que ça aurait été assez logique de Cannes, ouais. de voir ces deux formidables acteurs qui montent les marches. Ça n'a pas été le cas, mais donc vous pouvez le découvrir quelques jours après Cannes. Ça s'appelle Compétition officielle. Est-ce qu'on a envie de le voir, Nanix? Je suis partagé. Le pitch a l'air cool. J'ai peur que ce soit en dessous des promesses que ça sustend. On verra. Il y a Firestarter, je peux pas me dédoubler, on verra. Qui est derrière le film? Qui est réalisé Je n'ai pas noté son nom, par contre, mais c'est pas. On pourrait croire que c'est Almodovar, ce n'est pas. Mais voilà, c'était un peu mais c'est pas son univers visuel, donc. Voilà, non, tout à fait. Mais ce n'est pas Pedro Almodovar. Très bien. Bon, moi, je suis mitigé. J'ai pas mal de rattrapage à faire puisque j'étais en vacances. Toujours au cinéma, c'est magnifique. C'est magnifique, qui est donc la troisième réalisation de Clovis Cornillac, qui avait notamment réalisé Un peu beaucoup aveuglément, qui était une histoire une comédie romantique derrière un mur, deux voisins qui tombent amoureux sans jamais se voir. Il avait fait ensuite Belle et Sébastien 3. Ça a l'air con comme ça sur le papier, tu vois, t'as pouffé. Alors qu'en fait, visuellement, c'était vachement bien. Donc en fait, il est pas mauvais derrière une caméra, Clovis Cornillac. Et donc là, il réalise un film qui s'appelle C'est magnifique, qui part d'un pitch un peu déjà vu, mais vous allez voir qu'il y a un twist assez intéressant. Donc l'histoire de quelqu'un qui a vécu en marge de la société, ses parents meurent, il va un peu découvrir le vrai monde et surtout, il va découvrir qu'il a été adopté. Et la subtilité, je sais pas si vous vous souvenez du film de Woody Allen qui s'appelait Harry dans tous ses états, dans lequel il y avait Billy Crystal qui devenait flou. Et donc lui, en fait, il va perdre ses couleurs, il va devenir un personnage de noir et blanc dans un monde en couleurs. Donc il y a une espèce de poésie, fantaisie, fable, réflexion sur le cinéma. Quand vous voyez la bande-annonce, elle a l'air extrêmement naïf dans la façon de jouer, mais en même temps, je pense qu'il faut accepter ce parti pris pour rentrer dans cette histoire. Voilà. Est-ce qu'on a envie de le voir, Nanix? Bizarrement, ouais. Le pitch, le côté un peu noir et blanc du personnage et tout, je suis curieux. Mais est-ce que ce sera au cinéma ou sur une plateforme? Je ne sais pas. Voilà. Moi, j'aime bien quand le cinéma, surtout en France, prend quelques risques et arrête de se faire tout le temps le même film d'histoire d'amour de trentenaires qui ont des boulots de merde mais des appartements de 120 mètres carrés en plein Paris. Donc là, pour le coup, on me propose quelque chose qui, en tout cas, veut tenter quelque chose. Donc j'aurais plutôt tendance à me laisser porter. Voilà. Je fais l'avocat du diable aujourd'hui. Mais tout à fait, c'est très bien, c'est très bien. Sur Netflix, un autre incontournable, c'est le retour d'une série quasiment 10 ans après. Borgen, qui est considéré par beaucoup de politiciens comme la meilleure série politique avec Baron Noir. Et donc en fait, là, il y a la suite qui s'appelle Borgen, le pouvoir et la gloire, toujours avec le personnage de Brigitte Nyborg, qui est interprétée par Sitze Babette Knudsen, j'arrive à le dire, et donc là qui devient ministre des Affaires étrangères au moment où on découvre un puits de pétrole, en tout cas une nappe de pétrole dans le Groenland. Et donc il va y avoir beaucoup d'intrigues politiques autour de tout ça. Et si c'est aussi bien que la série originale, ça ne peut être que très bien. Et donc ça déboule sur Netflix jeudi. C'est un spin-off quelque part. C'est une sorte de pas seconde saison parce qu'il y a déjà eu 3 saisons, je crois. C'est ça, ouais. C'est une sorte de nouvelle saison, mais 10 ans après. D'accord. C'est pour ça que c'est une nouvelle série, quoi. Ok, un peu comme le X-Files saison 9, 10 ou 10, 11, je sais plus. Ok. Est-ce que ça t'a donné envie, Nanix? La politique, non. Pas trop. Les séries politiques, j'ai un peu de mal, ouais. Ouais.
Donc pas plus hype que ça. Pas plus hype que ça. Moi, je fais partie de ceux qui défendent Baron Noir de manière ultra paradoxale. J'aime bien Parce que Baron Noir, mais je porte pas Cat Ballard dans mon cœur. Trop série politique. Du tout, et enfin plus en tant qu'acteur. Et du coup, pourquoi pas. Mais j'ai 4 saisons rattrapées, c'est ça que tu me dis? 3 saisons. Ouais. C'est quoi? C'est les journées donc 24 heures. Après, tu peux commencer par ça et tu peux voir les autres saisons comme un préquel. Ouais, mais là il y a une série qui arrive sur Prime dont tu vas nous parler, et je sais que celle-là je vais la regarder. Et oui, le gros morceau de la semaine, c'est The Boys, saison 3 sur Prime Video. Ce n'est pas seulement la chose la plus folle qu'on ait pu faire, c'est la chose la plus folle qui ait jamais été faite en télé par qui que ce soit. C'est ainsi que le showrunner Eric Kripke tease les 10 premières minutes de The Boys saison 3 qui démarre donc vendredi. On retrouve, en tout cas parmi les évolutions de cette saison, il y a toujours ce personnage de Homelander complètement ouf. Hein. Ouais. Et puis il y a le fait que Billy Butcher peut commencer peut-être à avoir des super pouvoirs et alors que tu combats les gens avec des super pouvoirs, tu gères toi-même le fait que tu as des super pouvoirs. Oui. Ça pose plein de questions. Mais rien que le plaisir de retrouver ce personnage complètement dingue. C'est oui, du côté J'étais à l'avant-première, je veux du premier épisode, Anthony Starr est flippant, le Homelander est flippant, le premier épisode, vous n'êtes pas prêts, parce qu'il y a une scène, c'est la scène la plus folle qui a été faite quasiment en série et dans la série The Boys. C'est trop bien, j'ai trop hâte d'être à vendredi, parce qu'on a vu les 2 premiers épisodes, vendredi ce sera les 3 premiers et ensuite l'épisode par semaine. Donc t'en as un vendredi, toi. Je suis méga chaud bouillant, de fou. Moi, je suis très chaud aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de cette série. J'ai pas lu les comics, mais par contre, je connais un peu Eric Kripke puisque c'était le showrunner de Supernatural, qui est une série que je porte très haut dans mon cœur malgré ses énormes flaws. Mais je suis très content aussi de voir Jensen Ackles qui débarque en Soldier Boy, et très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Puisqu'un super-héros des années 50 qui sort de son cocon en 2022 et qui a une mentalité des années 50, je pense que dans l'univers des The Boys, ça peut être particulièrement rock'n'roll. Ça peut être très sympa. Et d'ailleurs, j'ai oublié, en parlant de Supernatural, dans les séries annulées, renouvelées, machin, ils ont commandé le préquel. Ouais, je suis au courant de ça. Voilà. Donc, mais non, t'es pas chaud. Voilà, bon. Voilà, tu avais tourné la page. J'avais, 15 saisons quand même. Hein. Tout n'était pas à garder. Hein. En bref, très rapidement, sur Netflix, il y a également un film qui s'appelle Interceptor, porté par Elsa Pataky. Vous allez voir l'affiche, ça va beaucoup vous rappeler un mix entre Tomb Raider et Uncharted. Là, c'est Uncharted, ouais. Un petit peu. Et c'est l'histoire d'une militaire dure à cuire qui va empêcher que le monde explose avec des têtes nucléaires. À la ville, Madame Elsa Pataky et la Madame Chris Hemsworth. C'est le spin-off de Tyler Rake, non? Voilà. Donc on dirait qu'elle fait de la concurrence à son mari qui est lui sur Tyler Rake, mais elle a l'air plutôt crédible dans le rôle. Sur Disney+, il y a un film qui s'appelle Hollywood Stargirl, qui mêle donc, qui est la suite d'un film qui s'appelait Stargirl, qui était un des premiers originals qu'ils avaient lancé au moment où la plateforme était mise en place. Et donc là, c'est évidemment Stargirl, comme son titre l'indique, qui part à Hollywood. Il y a toujours des bons sentiments, de la musique, mais cette fois-ci des palmiers. Sur Disney+, il y a également Fire Island. Pardon. Elle fait mourir. L'histoire d'une semaine de vacances de 2 meilleurs amis sur une île qui est la destination gay la plus courue de New York. Okay. Voilà, donc ça montre que Disney aussi ouvre des portes. Donc c'est plutôt pas mal. Sur Apple TV+, la saison 2 de Physical qui nous replonge dans les années 80 comme Stranger Things, avec Rose Byrne qui va découvrir un petit peu, en tout cas sortir de son quotidien grâce à la folie de l'aérobic. L'aérobic. Voilà, et il paraît que j'ai pas vu la saison 1, mais il paraît que c'est très bien. Sur Canal+, j'ai encore 3 minutes, il y a House of Gucci. Si vous voulez voir Jared Leto flinguer sa carrière, c'est ce film-là est fait pour vous. C'est vraiment juste pour Jared Leto, il faut voir ce film. Et il y a Promising Young Woman, qui était l'une des révélations de l'an dernier, qui est comme le dit cette critique, le thriller féminin et frais qui change la donne. Un film assez étrange avec un twist très intéressant. Et en VOD, vous pouvez rattraper Licorice Pizza, qui est considéré par la presse pour l'instant à date comme le meilleur film de l'année. Pour l'instant, puisqu'il était sorti la première semaine de janvier, le film de Paul Thomas Anderson. Il y a Adieu Paris, avec Benoît Poelvoorde entouré d'un casting de fou, film réalisé par Édouard Baird. Il y a le film Presque, sur lequel... non, il y a Vaillante d'abord. Non, Presque, Vaillante, comme vous voulez, Vaillante. Pas au choix, Vaillante, film d'animation sur les pompiers, voilà, qui est plutôt chouette. On en avait parlé. Ballerina. Il y a Presque, je ne sais pas si vous aviez l'affiche ou pas, sinon c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il y a Presque avec Bernard Campan. Et pour terminer, il y a un très beau film d'animation qui s'appelle Le Peuple Loup, qui n'a pas fait les entrées qu'il méritait. C'est très beau. Exact, ouais. Et si vous avez l'occasion de le rattraper, c'est vraiment chouette. Ça nous
nous emmène dans le folklore irlandais un peu, avec, comme vous le voyez, un coup de crayon qui n'est pas du tout dans la CGI et qui est plutôt dans l'estampe moyenâgeuse, et c'est très très beau. Merci beaucoup Johan pour ce journal des sorties, timing respecté. Un petit coucou à tous nos copains d'habitude qui sont à gauche à droite, retenus malgré eux pour certains, ou malgré elles. En tout cas, on est... je parle pas de Janus qui lui est à Roland-Garros, mais ça c'est pour ça. Voilà. Évidemment, ce soir c'est le React, mais tout de suite c'est le récap et le before. Merci beaucoup à Paul, merci à Xavier, Alfred et donc à Émilie qui était avec nous tout à l'heure. Je rappelle stephenkingfrance.fr. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et restez sur le stream. Bye bye.